Élie n'avait que 14 ans lorsqu'il fut contraint d'épouser une femme de la noblesse qu'il n'avait jamais rencontrée. Mais au moment où elle est apparue à l'autel avec ses cheveux d'or et ses yeux verts émeraude, son cœur a raté un battement. Le problème, c'est qu'elle avait été vendue pour sauver sa famille de la ruine financière. Rongé par la culpabilité, il s'est enfui le soir de leurs noces et a disparu pendant 10 ans. Sur le champ de bataille, il s'est fait connaître sous le nom de Kay, le redoutable démon à l'épée. Quand il est enfin revenu, elle l'a accueilli avec la même beauté époustouflante et lui a dit « Je suis toujours ta femme ». Elle l'a attendu pendant une décennie entière. Maintenant, il va se battre pour devenir digne de son amour. Tout commence dans les terres occidentales du continent de Mador, où 4 ans se sont écoulés depuis que l'empereur est monté sur le trône des Ezerkar. Petit à petit, l'empire étend son influence, écrasant et soumettant à son contrôle chaque royaume voisin qui ose résister à la domination impériale. Au milieu du chaos de ces conflits sans fin, il y avait un mystérieux mercenaire qui avait choisi d'enterrer son passé. Alors qu'il observe tout en silence, un souvenir refait surface. Un instant qui a changé le cours de sa vie à jamais. Des années plus tôt, son père l'avait soudainement informé qu'il allait se marier, laissant le jeune homme complètement abasourdi. Confus, il demande ce qu'il se passe, et son père lui explique que sa fiancée sera la jeune fille de la maison du baron Huibon. L'homme ajoute qu'elle n'a que 16 ans, une fille douce et magnifique qui adore s'occuper des jardins, insistant sur le fait qu'elle fera une épouse merveilleuse tandis que le garçon quitte le bureau, perdu dans ses pensées. Et c'est ainsi qu'à seulement 14 ans, le jeune homme se retrouve confronté à une situation incroyable. Il apprend qu'il est sur le point d'épouser une noble, et cette prise de conscience lui fait enfouir son visage dans ses mains, rongé par l'inquiétude. Sans aucun moyen d'échapper au chemin tracé devant lui, il finit par accepter son destin, et le mariage est officiellement organisé. Le jour de la cérémonie, entièrement vêtu de blanc, il n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi son père a pris une telle décision. Il n'arrête pas de se demander pourquoi une noble dame accepterait un jour d'épouser quelqu'un comme lui, le fils d'une famille de marchands ordinaires. Soudain, la belle mariée s'approche de l'autel et lui dit doucement qu'elle est ravie de pouvoir enfin le rencontrer. Le jeune homme devient immédiatement rouge vif et se fige complètement en voyant de près la beauté époustouflante d'Aurélia. Elle se présente formellement sous le nom d'Aurélia Huibing, se tenant avec une grâce et une élégance remarquables. Ses cheveux d'or ressemblaient à des champs de blé infinis, tandis que ses yeux brillaient d'une nuance de vert douce et envoûtante. Sa peau était pâle et sans défaut, et ses lèvres d'un rouge vif attiraient naturellement l'attention. S'il devait la décrire en un seul mot, il dirait qu'elle est l'incarnation même du mystère et de la sophistication. À cet instant, son père lui tapote l'épaule et lui rappelle de saluer sa mariée, le sortant de sa transe. Maladroitement, il s'incline légèrement et balbutie que c'est un grand honneur de pouvoir enfin faire sa connaissance. Même si toute la situation lui semble confuse et écrasante, une seule pensée reste gravée dans son esprit. Lui et cette fille incroyable sont maintenant mari et femme. Ce moment signifiait qu'il passerait le reste de sa vie à ses côtés. En y repensant aujourd'hui, il réalise que ce sentiment était sa toute première expérience du véritable amour. Gêné par le sourire niais qui s'étale sur son visage, il s'efforce de retrouver son calme pendant qu'il échange les alliances. Incapable de contenir son bonheur, il fait accidentellement une grimace drôle en lui passant la bague au doigt. Le jeune homme est tellement fou de joie qu'il ne remarque pas à quel point la mariée semble distante et pleine de chagrin. Il n'a aucune idée à quel point la situation et son enthousiasme insouciant peuvent blesser les sentiments d'Aurélia. Plus tard dans la soirée, une violente tempête fait rage au-dessus du manoir. Les jeunes mariés finissent par se retirer dans leurs appartements. Le jeune homme fixe l'alliance à son doigt, incapable de croire que ce mariage soudain a réellement eu lieu. Son visage rougit en se rappelant qu'une femme aussi gracieuse et parfaite est désormais officiellement sa femme. Cependant, il se souvient des mots de son père affirmant qu'elle est la fille de l'un des barons les plus influents de la région. Peu importe combien il y réfléchit, quelque chose dans tout cet arrangement lui semble profondément suspect. Il décide de demander à une domestique pourquoi une noble comme Aurélia accepterait d'épouser le fils d'un marchand. La gouvernante, Honda, devient immédiatement mal à l'aise et hésite, ne sachant pas comment répondre. Le jeune homme la supplie de lui dire la vérité, sachant qu'elle est au courant de tout ce qui se trame en coulisses. Honda ferme les yeux et prend une grande inspiration, visiblement troublée avant de révéler enfin ce qui s'est réellement passé. Elle brise enfin le silence et admet sans détour que ce mariage n'est rien de plus qu'un arrangement politique. Honda explique que la famille d'Aurélia croulait sous les dettes, et que sa famille a proposé de tout éponger. En échange, les deux familles ont convenu de solidifier leur alliance par le biais de ce mariage. La servante explique que cet accord permettrait enfin à leur famille de marchands d'être acceptée parmi la noblesse. Le visage du jeune homme devient pâle quand il demande si cela signifie que la fille a pratiquement été vendue à sa famille. Lorsqu'Honda confirme silencieusement ses soupçons, il reste complètement dévasté et incapable d'assimiler ce qu'il vient d'entendre. Un sentiment de culpabilité écrasant s'abat sur lui en réalisant la terrible injustice dont sa nouvelle épouse a été victime. Sans crier gare, il se précipite vers la porte et l'ouvre à la volée, tandis que la servante inquiète l'appelle, essayant de comprendre ce qui se passe. Déterminé à arranger les choses, il sprint dans le couloir, désespéré de s'expliquer. Il court à travers les couloirs du manoir avec un seul but en tête, lui présenter ses plus sincères excuses. Plus que tout, il veut trouver les mots justes pour réparer cette terrible erreur d'une manière ou d'une autre.
Il atteint enfin sa chambre et pose une main contre le mur pour reprendre son souffle. Il reste là, haletant lourdement, rassemblant son courage pour affronter la réalité et parler à sa femme. Le cœur battant à tout rompre, le jeune homme s'approche lentement de la grande porte derrière laquelle attend sa nouvelle épouse. Avant même qu'il ne puisse frapper, un bruit de pleurs étouffés lui parvient de l'intérieur. Inquiet et confus, il entr'ouvre prudemment la porte pour voir ce qu'il se passe. C'est alors qu'il voit la femme qu'il aime, recroquevillée sur le lit, pleurant silencieusement de chagrin. Cette scène le laisse complètement brisé alors qu'il est témoin du désespoir accablant d'Aurélia. Au moment où il voit ses larmes, il recule instinctivement, rongé par la culpabilité. À cet instant précis, il prend la ferme décision de faire tout ce qu'il faut pour annuler ce mariage injuste. Pendant ce temps, son père continue d'écrire calmement des documents dans son bureau, ignorant tout de ce qui est en train de se dérouler. Soudain, le silence du bureau est brisé lorsque le jeune homme fait irruption et ouvre violemment la porte. Il s'engouffre à l'intérieur, fusillant son père du regard et hurlant pour attirer son attention. Mais l'homme plus âgé reste froid et impassible. Avec une détermination inébranlable, il supplie son père d'annuler le mariage sur le champ. Il exige de savoir si Aurélia a accepté le mariage uniquement pour l'argent, et déclare qu'elle leur a pratiquement été vendue. Le garçon continue de supplier désespérément son père de faire preuve de pitié et d'annuler cet arrangement ridicule. Cependant, son père prononce simplement son nom d'un ton ferme et menaçant, le réduisant instantanément au silence. L'homme lui ordonne sévèrement d'arrêter de se comporter comme un enfant gâté et de commencer à assumer ses responsabilités. Il déclare qu'ils sont maintenant membres de la noblesse, et que par conséquent son fils doit se comporter comme un véritable noble. Le regard froid de son père rappelle au jeune homme à quel point la vie a toujours été difficile au sein de cette famille. Ce regard l'oblige à affronter la douloureuse réalité, il n'aura jamais son mot à dire face aux ambitions de son père. Il a toujours porté le fardeau d'être né alors que sa mère est morte en couche, devenant la cible du ressentiment infini de son père. En fin de compte, le jeune homme réalise qu'il n'a jamais été rien d'autre qu'un outil destiné à assurer la prospérité de la famille. Pour son père, il n'était censé qu'obéir à chaque ordre sans poser de questions. Et c'est exactement ainsi qu'il avait été traité tout au long de sa vie, n'existant que pour servir les intérêts des autres. Face à cette réalité, le jeune homme décide qu'il doit disparaître au plus vite et ne jamais revenir. Il le ferait pour libérer Aurélia de ce mariage injuste tout en détruisant l'intégralité des plans de son père. Sa décision totalement prise, il saisit la poignée de la porte, prêt à tout abandonner derrière lui sans se retourner. Pour aller de l'avant, il savait qu'il devait abandonner son propre nom et effacer tout lien avec son passé. Pourtant, au fond de lui, il se demandait encore pourquoi Aurélia avait tant pleuré le jour de leur mariage. Il se demandait si elle avait pleuré parce qu'elle avait été vendue ou tout simplement parce qu'elle ne supportait pas sa vue. De retour dans le présent, sous la pluie interminable, l'homme désormais adulte reste perdu dans ses vieux souvenirs avant de se forcer à balayer ses pensées mélancoliques. Après tout, il avait déjà choisi sa propre voie dans la vie. L'histoire se déplace ensuite vers une forteresse massive où des guerriers et des mercenaires se rassemblent régulièrement. L'un des chefs locaux est surpris lorsqu'un mystérieux jeune homme arrive pour demander à entrer. L'homme imposant demande d'un ton moqueur si un gamin gringalet comme lui veut vraiment devenir mercenaire. Avec une expression sérieuse et inébranlable, le jeune homme répond oui avec assurance, sans montrer la moindre peur. Le frérot a zappé le tuto et est passé direct en mode difficile. Il annonce alors qu'à partir de ce jour, son nom sera Darion, abandonnant complètement son ancienne identité. Le jeune homme passe les 10 années suivantes à se battre pour sa survie à travers des champs de bataille brutaux et ensanglantés. Il manie son épée de toutes ses forces, errant d'une guerre à l'autre à la recherche d'un endroit où il aurait sa place. Finalement, il se fait connaître sous le nom du redoutable démon à l'épée, bien que personne ne connaisse la vérité sur son passé. Désormais adulte et endurci par les combats, le guerrier s'impose comme un combattant redoutable et impitoyable. Malgré cela, les guerres continuent de faire rage, avec des armées entières armées jusqu'aux dents et prêtes à en découdre. Face à des centaines de soldats ennemis, le guerrier légendaire ne montre aucune hésitation alors qu'il se prépare à les affronter. Il serre fermement son arme massive dont la lame étincelle sous la lumière déclinante du soleil de l'après-midi. D'une seule frappe dévastatrice, il s'élance en avant et prouve exactement pourquoi il est si respecté. Ouais. Les barres de PV des ennemis ont disparu instantanément. Quelque temps plus tard, la scène se déroule dans une taverne animée, remplie de conversations joyeuses. Le patron polit distraitement un verre tout en regardant les clients aller et venir. Soudain, la porte s'ouvre, et l'homme accueille le nouvel arrivant avec un sourire amical. Le mystérieux client qui vient d'entrer n'est autre que le jeune homme lui-même, vêtu modestement et s'appuyant sur une canne. Il s'avance lentement à travers la taverne, boitant visiblement en raison des graves blessures accumulées tout au long de son périple. Plusieurs clients commencent à chuchoter entre eux après l'avoir reconnu, se demandant ce qui l'amène ici. Ils sont choqués de voir que le démon du champ de bataille, autrefois redouté, peine maintenant à marcher correctement. Le tavernier lui sert un verre et lui demande directement ce qui a bien pu le laisser dans un tel état. Darion répond avec désinvolture que ce n'était qu'un incident mineur sur le champ de bataille, alors que le tavernier lui tend un journal récent. Le patron lui demande si la blessure est grave, et Darion répond calmement qu'il devra vivre avec ce handicap pendant un certain temps. Soudain, alors que ses yeux parcourent les pages du journal, le jeune homme se fige et serre fermement le papier.
Le tavernier remarque cette réaction alarmante et l'interpelle, essayant de comprendre ce qui ne va pas. Darion devient complètement immobile, les yeux brûlants de rage en lisant la nouvelle qui va bouleverser le cours de son voyage. Dans un coin de la page était imprimée la photographie de Robin Portman, l'homme qu'il a haï toute sa vie. Le puissant sifflement d'un train à vapeur résonne dans l'air, annonçant que le voyage est sur le point de commencer. La locomotive file sur les rails, fendant le paysage sous la magnifique lueur dorée du crépuscule. Assis dans un wagon, le jeune homme contemple le paysage par la fenêtre tout en repensant à tout ce qui l'a mené à cette lourde décision. Une petite photographie de feu son père avait été imprimée discrètement dans un coin du journal. Voir l'image de Robin Portman ici a rouvert toutes les blessures de son passé d'une manière aussi douloureuse qu'inévitable. Il se souvient d'avoir fugué il y a des années, en espérant secrètement que son père viendrait le chercher. C'était l'espoir innocent d'un garçon de 14 ans qui ignorait tout de la véritable cruauté de ce monde. Pourtant, en y repensant aujourd'hui, il réalise que ses sentiments n'étaient pas totalement déraisonnables. Même s'il avait toujours été traité comme un outil et blâmé pour la mort de sa mère, il n'en restait pas moins le fils de cet homme. Et au plus profond de son cœur meurtri, tout ce qu'il désirait, c'était un peu d'affection paternelle. Mais espérer la moindre forme d'amour d'un homme sans conscience n'était rien de plus qu'une douce illusion. Maintenant que son père était mort, la source de toute son amertume et de son ressentiment avait disparu à jamais, et il a utilisé cette tragédie comme excuse pour revenir. Même si une partie de lui avait l'impression de n'être qu'un lâche qui retourne chez lui. Seuls les souvenirs d'il y a 10 ans subsistaient, lointains et flous, mais encore assez vifs pour hanter son esprit. Enfin, la voix mécanique annonce que le train a atteint son terminus, et il descend à la gare familière de Weebing. Une douce brise souffle sur la plaine, faisant magnifiquement onduler les champs de blé doré à perte de vue. Le guerrier contemple en silence cette vaste mer d'or, laissant le vent chaud apaiser son esprit fatigué. Il commence à marcher le long du chemin, remarquant qu'absolument rien n'a changé dans ce lieu magnifique. Même après 10 longues années, il avance dans ces rues paisibles, toujours décorées des feuilles pourpres de l'automne. Les villageois flânent sans la moindre inquiétude, irradiant un sentiment de paix qu'il n'a jamais connu sur les champs de bataille. En regardant les enfants courir et rire ensemble, un étrange mélange de nostalgie et d'inconnu envahit son cœur. Un faible sourire se dessine sur ses lèvres alors qu'il réalise que cette tranquillité est exactement ce qui lui a manqué toute sa vie. Les emblématiques champs de blé doré, fierté et symbole de toute la région de Weebing, restent exactement tels qu'il s'en souvenait. Il se remémore avec tendresse les jours de son enfance où il jouait à cache-cache avec les enfants du village. Il se souvient aussi de l'époque où il rentrait couvert de boue et recevait de terribles réprimandes de sa gouvernante. À chaque pas lent qu'il fait en s'appuyant sur sa canne, les souvenirs du passé deviennent de plus en plus nets. Il murmure pour lui-même à quel point il est étrange d'avoir autant de souvenirs liés à un endroit qu'il a abandonné il y a si longtemps. Son expression change peu à peu alors qu'il fixe pensivement le chemin de terre qui s'étend devant lui. Soudain, l'image d'Aurélia et de sa mystérieuse élégance lui vient à l'esprit, lui arrachant un léger soupir. Il présume qu'elle doit bien se porter et qu'étant donné sa beauté extraordinaire, un noble a probablement dû l'épouser il y a des années. Il tend la main et effleure doucement de ses doigts les tiges de blé doré, appréciant leur texture familière. Sans crier gare, une voix de femme retentit fortement, appelant le nom d'Aurélia, ce qui lui fait écarquiller les yeux sous le choc. Il se retourne brusquement et aperçoit une jeune servante courant frénétiquement vers une femme se tenant au milieu des blés. La servante se plaint anxieusement à sa maîtresse, lui demandant pourquoi elle s'obstine à porter seule de si lourds ballots. Darion se fige complètement, le souffle coupé, se demandant si la magnifique femme devant lui est bel et bien son Aurélia. La servante tente de lui prendre sa charge des mains, tandis que la dame aux cheveux d'or se met simplement à marcher vers lui. Son cœur s'emballe en la regardant approcher, incapable de croire qu'elle se tient vraiment là devant lui. Il plonge son regard dans ses magnifiques yeux verts et se demande en silence comment elle peut être encore si époustouflante après tout ce temps. Avec hésitation et incrédulité dans la voix, il lui demande directement pourquoi elle vit encore ici. Il ne comprend pas comment une personne aussi belle et courtisée peut continuer à mener une vie si simple dans cette même ville. Il lui demande à nouveau pourquoi elle est restée ici après tout ce qu'ils ont traversé dans le passé. Le jeune homme attend nerveusement une réponse, les yeux remplis de curiosité et de stupéfaction. Avec une expression calme et paisible, la jeune femme répond simplement qu'elle est restée parce qu'elle est toujours sa femme. Coup critique, dégâts émotionnels. En entendant la réponse bouleversante d'Aurélia, le jeune homme baisse la tête sous le poids écrasant de sa propre culpabilité. Il réalise à quel point il a été stupide de croire que sa simple disparition suffirait à annuler leur mariage. Si l'union avait été facile à dissoudre, la jeune femme noble n'aurait jamais été vendue pour sauver sa famille des dettes. La décision irréfléchie qu'il a prise dans sa jeunesse est devenue la prison même qui a volé à Aurélia sa dernière chance de liberté. Il la regarde en silence, repensant à cette erreur qui a lié cette magnifique femme à lui pour toujours. Il a le sentiment que, d'une certaine manière, il a détruit la vie et l'estime d'une femme contrainte de subir son rôle. Il ne se voit comme rien de plus qu'un lâche égoïste qui a fui la réalité et tout abandonné derrière lui. Pendant qu'il maniait l'épée et versait le sang sur les champs de bataille, elle endurait la douleur de la solitude. Le jeune homme se demande à quel point ces 10 longues années ont dû être difficiles et solitaires pour Aurélia, pendant qu'elle l'attendait. Il sait qu'il devrait s'excuser sincèrement pour toutes les souffrances qu'il a causées, mais il hésite à le faire.
Il a le sentiment de ne plus avoir le droit de s'excuser après tant de temps, et craint qu'elle ne rejette ses remords par colère. Il essaie maladroitement de briser le silence, balbutiant quelques mots et gesticulant nerveusement sans savoir quoi dire. Aurélia garde son expression calme et posée, le regardant simplement se démener pour s'expliquer. Avec une douceur remarquable, elle interrompt ses divagations nerveuses et suggère gentiment de se diriger vers le manoir. La noble femme ouvre calmement la voie du retour, tandis que le jeune homme la suit en silence. En l'observant de dos, il a l'impression qu'un mystère insondable entoure sa simple présence. Il se dit qu'il serait honnêtement plus facile pour lui qu'elle soit en colère, ou du moins qu'elle crie pour montrer son ressentiment. Le jeune homme s'imagine qu'au fond d'elle, elle doit encore nourrir une immense rancœur pour la façon dont il l'a abandonnée. Il l'imagine exigeant furieusement des explications sur les raisons de son retour soudain après tant d'années. Ses pensées le rendent de plus en plus nerveux à l'idée d'affronter le jugement de sa femme. Cependant, à chaque fois qu'il la regarde, elle continue de marcher paisiblement sur le sentier sans le moindre signe de colère. Soudain, elle s'arrête à mi-chemin, se retourne et lui demande doucement s'il compte la suivre à l'intérieur. Le guerrier cligne des yeux, surpris par une invitation si chaleureuse et paisible, prenant un moment avant de répondre. S'appuyant fermement sur sa canne, il répond qu'il est juste derrière elle et qu'il la suivra sans la moindre hésitation. C'est ainsi que tous deux marchent ensemble à travers les magnifiques champs dorés sous le soleil couchant, se dirigeant vers l'immense domaine familial. Le majestueux manoir Portman se dresse fièrement devant eux, illuminé par les couleurs chaudes du crépuscule. Aurélia lui demande poliment d'attendre dehors un instant car elle doit entrer appeler le majordome de la maison. La jeune femme pousse l'immense porte d'entrée vitrée et pénètre dans la résidence tandis que le jeune homme reste à l'extérieur, perdu dans ses pensées. Il reste dehors, observant silencieusement le manoir où il a passé une grande partie de son enfance tourmentée. À sa grande stupeur, le guerrier réalise que tout est exactement comme lorsqu'il s'est enfui il y a 10 ans. Chaque détail de l'architecture, et même la fontaine classique dans le jardin, sont restés intacts, lui donnant l'impression d'avoir remonté le temps. Il se souvient clairement de chaque fenêtre et même des petites taches parsemant les murs de l'immense domaine. Un subtil sourire nostalgique se dessine sur son visage lorsqu'il remarque que l'endroit a conservé tout son charme d'antan. Mais soudain, son moment de réflexion est interrompu par une voix de femme derrière lui, lui demandant qui il est. Surpris, il se retourne et se retrouve nez à nez avec une personne qu'il ne s'attendait pas à revoir de sitôt. C'est la gouvernante Honda, vêtue de son élégant uniforme de servante, se tenant poliment les mains croisées devant elle. Le jeune homme ne peut contenir son excitation et l'appelle immédiatement par son nom. Son enthousiasme prend la femme complètement au dépourvu. Honda le regarde avec confusion, réalisant que cet homme mystérieux semble très bien la connaître. Le guerrier affiche un sourire chaleureux et taquin, lui demandant en plaisantant si elle ne le reconnaît vraiment pas. Curieuse, la femme ajuste ses lunettes et étudie attentivement les traits du mystérieux visiteur. Puis, au moment où ses yeux croisent les siens, il s'écarquille sous le choc lorsqu'elle réalise enfin la vérité. Un cri à la fois effrayé et ému s'échappe de ses lèvres alors qu'elle s'adresse à lui avec le titre de jeune maître qu'elle utilisait autrefois. Les larmes aux yeux, Honda s'approche d'un pas tremblant et demande si l'homme devant elle est vraiment son jeune maître. Il le confirme d'un doux sourire et la serre fort dans ses bras pour célébrer leur retrouvaille. Honda fond immédiatement en larmes de soulagement et de joie en réalisant que son garçon bien-aimé est enfin de retour. Se reculant légèrement tout en pleurant, elle avoue qu'elle a failli ne pas le reconnaître tant il a changé et mûri. Le jeune homme lâche un petit rire et admet qu'il a effectivement beaucoup changé, ce qui est donc tout à fait naturel. Cependant, l'expression de Darion redevient vite sérieuse alors que les souvenirs de sa vie passée compliquée refont surface. Les mots prononcés par sa femme affirmant qu'elle est toujours son épouse continuent de résonner bruyamment dans son esprit. Pour quelqu'un qui a passé les 10 dernières années à survivre à des batailles horribles, ce genre d'accueil était bien la dernière chose à laquelle il s'attendait. Honda demande nerveusement pourquoi le jeune maître est dans un état si terrible et pourquoi son corps est couvert de blessures. Darion réalise qu'il a tellement changé que même la femme qu'il a pratiquement élevée n'a pas pu le reconnaître. Il jette un coup d'œil vers Aurélia et se demande comment elle a pu l'identifier si facilement. Le visage du jeune guerrier rougit visiblement alors que la curiosité l'envahit. En regardant autour du domaine, il n'arrête pas d'essayer de comprendre comment elle a su qui il était au premier regard. Au même moment, les rideaux de l'une des fenêtres du manoir se balancent doucement sous la brise. Aurélia observe silencieusement la conversation entre Darion et la gouvernante à travers la vitre. Dès qu'il se tourne dans sa direction, elle sursaute et s'éloigne précipitamment de la fenêtre. La jeune noble devient visiblement troublée et s'empresse de se cacher. De loin, le jeune homme se contente de regarder, les cicatrices sur son cou étant clairement visibles. Ses profonds yeux pourprés et ses cheveux bruns portent les marques laissées par le temps. Il pousse un soupir de soulagement en réalisant que la beauté de sa femme est restée totalement intacte. Plus tard, Darion décide de profiter d'un bain chaud, trouvant toute cette situation incroyablement étrange. Alors qu'il se détend dans les hauts, il ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Aurélia l'a reconnu si vite. Après avoir terminé son bain, il enfile un peignoir blanc et s'apprête tranquillement à quitter la salle de bain. Cependant, ses yeux s'écarquillent soudainement et il laisse échapper une exclamation de surprise en voyant quelque chose d'inattendu. Aurélia se tient en plein milieu de la pièce, simplement vêtue d'une courte serviette enroulée autour de son corps. Succès débloqué, malaise total. Le visage de la jeune fille devient instantanément rouge de honte, et elle n'arrive pas à sortir un seul mot.
Elle bafouille désespérément des excuses pour être entrée accidentellement dans la salle de bain. La noble femme devient si nerveuse que des larmes commencent à couler sur son visage, pendant qu'il lui demande à plusieurs reprises de se calmer. Inquiet, il s'approche d'elle et lui assure que tout va bien, la suppliant d'arrêter de pleurer. Avec beaucoup de soin, le guerrier essuie doucement les larmes qui coulent sur ses joues. Soudain, un cri perçant résonne dans le couloir, alors que la servante Marie laisse tomber un panier entier de linge. La jeune fille court immédiatement à travers le manoir, paniquée, voulant désespérément savoir ce qui s'est passé. Elle ouvre la porte à la volée en criant après sa maîtresse, le visage rempli d'une pure alarme. La servante se fiche sur place après avoir surpris Darion en laissant Aurélia dans une situation aussi intime à l'intérieur de la salle de bain. Le jeune homme soutient sa femme de manière protectrice, tout en fixant l'intruse avec une expression choquée. Aurélia reste dans ses bras en rougissant et appelle doucement la servante par son nom, tandis que Darion affirme nerveusement qu'il aidait seulement sa femme à ne pas tomber. Le lendemain, l'atmosphère change radicalement lorsque plusieurs visiteurs indésirables arrivent au vaste domaine. Les parents d'Aurélia marchent avec colère dans les couloirs du manoir tout en se plaignant du retour soudain de leur gendre. Sa mère murmure furieusement qu'il n'est revenu que pour voler l'héritage familial. Le père d'Aurélia est de cet avis et exprime de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité que Darion réclame les biens du domaine. La femme agite son éventail avec colère tout en marchant à grands pas dans le manoir. Les deux nobles continuent côte à côte, pleinement déterminés à confronter le mari de leur fille. L'homme insulte Darion, le traitant de déchet de basse extraction et affirmant qu'il ne s'intéresse qu'à l'argent. Sa femme acquiesce, soutenant que sa disparition a volé 10 précieuses années de la vie de leur fille. Le noble Cupide insiste sur le fait que l'énorme héritage de Robin leur revient de droit. Il déclare avec audace que chaque pièce devrait servir de compensation pour les souffrances que sa fille a endurées après avoir été abandonnée. À cet instant, quelqu'un saisit fermement la poignée des portes du grand hall, et Darion les ouvre lentement en s'appuyant sur sa canne. Il s'assoit à la table et s'excuse auprès de sa belle famille d'avoir mis si longtemps à venir les saluer. Les parents d'Aurélia le regardent avec un dédain dissimulé tout en faisant semblant d'être cordiaux lors de ces retrouvailles. Le jeune homme ne perd pas de temps et révèle qu'il a déjà lu la lettre qu'ils lui ont récemment envoyée. Son beau-père le coupe avec arrogance, affirmant qu'il n'a envoyé cette lettre que par pitié pour sa fille abandonnée. L'homme jette ouvertement l'accusation au visage de Darion, disant qu'il a honteusement abandonné sa femme d'une manière cruelle et impardonnable. Le noble se moque ensuite du handicap de Darion, insistant sur le fait qu'une personne dans son état n'a pas la capacité de gérer un tel héritage. Il s'éclaircit la gorge et décide d'être direct, déclarant que c'est Aurélia qui a tout géré pendant toutes ces années. Il ajoute que le couple devrait conserver l'intégralité de l'héritage en guise de juste compensation pour sa fuite dans le passé. Son beau-père sourit avec avidité et fait remarquer qu'il faudrait à Darion un toupet incroyable pour réclamer une quelconque part du domaine. Sa belle-mère intervient immédiatement, soutenant que sa fille a souffert d'innombrables blessures émotionnelles après avoir été abandonnée. D'un ton cynique, elle conclut qu'il serait bien préférable qu'il s'occupe même de l'héritage. Elle insiste sur le fait qu'il ferait un excellent usage de cette fortune, tandis que Darion laisse échapper un long soupir de frustration. Le guerrier leur lance un regard sombre et rempli de dégoût alors qu'il voit enfin les véritables intentions cachées derrière leurs douces paroles. Il réalise rapidement que la mort de son père a offert l'opportunité parfaite à ces nobles ambitieux de voler la richesse de la famille. Il devient douloureusement évident qu'aucun d'eux ne se soucie vraiment de sa propre fille et qu'ils veulent seulement se remplir les poches d'or. Le jeune homme ressent un tel dégoût face à leur comportement mesquin qu'il se penche en avant, perdant enfin patience. Affichant un sourire froid et calculateur, il décide d'interrompre leur petite comédie. D'un ton sarcastique, il s'excuse de ne pas avoir amené sa femme, expliquant qu'elle est actuellement occupée. Le seigneur Joseph s'emporte immédiatement et frappe du poing sur la table, exigeant que son gendre arrête de changer de sujet. Darion conseille calmement à l'homme de contrôler son avarice, ce qui pousse le noble à crier qu'il n'a pas le droit de parler. Le père d'Aurélia l'accuse d'être avide, ce qui fait éclater le guerrier d'un rire moqueur tout en se couvrant le visage. Le jeune homme le fixe avec des yeux pourpres luisants et demande ce que Joseph ferait s'il décidait vraiment de devenir avide. Le noble se fiche complètement et se met à balbutier, incapable de croire à l'audace du jeune homme face à lui. Darion continue de le provoquer et exige une réponse, demandant ce qu'il ferait exactement puisqu'il parlait avec tant d'assurance quelques instants plus tôt. N'obtenant aucune réponse, il pose les deux mains sur la table et demande si la bouche arrogante de son beau-père cesse enfin à sécher. L'homme se lève d'un bond, furieux et offensé, traitant le guerrier de sale gosse insolent. Le jeune homme soutient son regard avec insistance et acquiesce froidement, déclarant que le noble a enfin compris la situation. Après avoir survécu une décennie entière sur des champs de bataille brutaux, Darion avait appris qu'il n'y avait pas besoin de colère inutile. Ses années d'expérience au combat lui ont appris à rester calme même dans les circonstances les plus difficiles, et il conseille à son beau-père de se taire s'il souhaite continuer à recevoir la maigre allocation dont il vit actuellement. Darion trouve toute cette situation plutôt amusante car la seule personne qui a véritablement un droit légitime sur l'héritage est sa femme. Il se retourne pour partir, affirmant que les seules personnes rongées par la cupidité dans cette pièce sont les deux nobles âgés. Le seigneur Joseph lui crie après, menaçant de marcher sur le domaine des Portman et de le détruire personnellement. Le jeune homme ouvre calmement la porte et invite son beau-père à tenter sa chance, lui assurant qu'il l'attendra.
C'est ce qui s'appelle accepter une quête secondaire sans la moindre hésitation. Plus tard, le guerrier voyage déjà à travers la paisible campagne à l'intérieur d'une voiture. Seul à l'intérieur du véhicule, il se couvre le visage alors qu'un lourd sentiment de culpabilité s'empare de lui après la confrontation. Bien qu'il trouve sa belle famille méprisable, il commence à se demander s'il est vraiment différent d'eux. Il se repasse la dispute avec les nobles et se demande s'il a sincèrement agi pour protéger sa femme. Le guerrier regarde tristement sa canne, craignant que ses actions n'aient été motivées par un sentiment de supériorité tordu. Il admet avec honte qu'il n'a pas ressenti de compassion pour Aurélia, mais a plutôt éprouvé une étrange satisfaction à humilier ces gens. Des souvenirs douloureux des punitions et de la dure éducation qu'il a subie de la part de son père inondent son esprit. Ébranlé par ses pensées, il en conclut qu'il est peut-être finalement devenu aussi égoïste que l'homme qu'il détestait le plus. Une vague soudaine de nausée l'envahit, le forçant à ordonner à la voiture de s'arrêter immédiatement. Il en descend en se sentant terriblement malade et s'appuie contre la porte alors qu'il lutte désespérément pour reprendre son souffle. Le guerrier respire bruyamment, empli de dégoût envers ses récents agissements. Toujours adossé à la calèche, il se maudit et se considère comme un être humain véritablement misérable. Soudain, ses yeux cramoisis s'écarquillent après avoir repéré quelque chose de très familier au loin. Il aperçoit la belle silhouette d'Aurélia marchant seule à travers le champ de blé doré sans fin, au bord de la route. La jeune femme tourne son regard vers lui tandis que la douce brise danse dans sa chevelure radieuse. Le jeune homme murmure doucement son prénom alors que son cœur se met à battre la chamade devant cette vision époustouflante. Sans hésiter une seconde, il oublie sa canne et se met à courir vers elle sur le chemin de terre. Alors qu'il s'élance, il repense à toutes les souffrances silencieuses qu'elle a endurées tout au long de ces années. Il se rend compte que la jeune fille a été blessée de toutes les manières possibles, tant par ses parents que par sa propre famille. Ignorant les réactions choquées de la gouvernante et des domestiques, le guerrier fonce à travers champs tandis que la culpabilité le ronge de l'intérieur. Il réalise avec tristesse que presque tous ceux qui l'entouraient n'avaient apporté que douleur et solitude dans sa vie. Au moment où il la rejoint, il saisit fermement la main délicate de sa femme, la surprenant complètement. La noble le regarde avec confusion, les joues empourprées, tandis qu'il baisse la tête dans une soumission totale. Rempli de remords sincères, il s'incline devant elle tout en tenant sa main au milieu du vaste champ de blé. La voix tremblante d'émotion, il s'excuse enfin de l'avoir abandonnée seule et d'avoir constamment essayé de justifier ses choix égoïstes. Toujours incliné, il déclare que chaque once de souffrance qu'elle a endurée jusqu'à présent est entièrement le résultat de ses propres actions irréfléchies du passé. À cet instant, elle se souvient de leur enfance, lorsqu'il l'avait courageusement protégée d'une meute de chiens sauvages. Le jeune Darion se tourne vers elle avec inquiétude et lui demande si elle a été mordue. Elle le rassure en disant qu'elle va bien, mais ses yeux s'écarquillent soudain après avoir remarqué du sang coulant le long de sa jambe. Le garçon sursaute en remarquant la blessure et maudit avec colère les bêtes pour avoir laissé une telle marque. Avec grand soin, la petite Aurélia lui demande de s'approcher un peu. Pendant qu'elle bande sa blessure, il se présente fièrement et insiste sur le fait qu'elle n'a pas besoin de le remercier. Assis ensemble sur l'herbe, il remarque à quel point elle est silencieuse et essaie de l'impressionner en déclarant fièrement qu'il deviendra chevalier un jour. La petite fille le fixe simplement, les joues rouges vifs, et garde le silence le plus complet. Après avoir terminé le bandage, elle se lève tandis que le garçon la remercie maladroitement en détournant le regard. Impressionné par son habileté, il lui demande où une fille noble a appris à si bien soigner les blessures. Elle commence doucement à mentionner sa nounou, mais le garçon ne l'entend pas et lui demande de parler plus fort. La jeune fille noble devient encore plus embarrassée et boude face à son comportement bruyant et imprudent. Le garçon se plaint de manière puérile, disant que si elle reste si timide, elle ne pourra jamais se marier. Mais un instant plus tard, son propre visage rougit alors qu'il promet avec audace qu'il l'épousera lui-même une fois devenu un grand chevalier. En entendant cette adorable promesse, le cœur de la petite Aurélia s'emballe d'excitation, et elle le contemple avec admiration. Complètement troublé par son silence, il commence à crier des excuses au hasard pour tenter de cacher son embarras. La fille rentre doucement chez elle, tandis qu'il continue de hurler avec indignation derrière elle. Mais la vérité est qu'elle s'éloigne avec un magnifique sourire affectueux, plein d'amour. De retour au présent, Aurélia contemple avec nostalgie une vieille photographie de ce garçon rêveur. Avec une expression joyeuse, elle murmure doucement que, même s'ils n'est jamais devenus chevaliers, leur retrouvaille ne pouvait être que l'œuvre du destin. À l'intérieur du grand manoir, la gouvernante attentive ordonne aux servantes de préparer le thé de l'après-midi pour le couple. La femme élégante guide ensuite la jeune maîtresse à travers les longs et luxueux couloirs du domaine. Aurélia marche nerveusement en se remémorant la lourde tristesse qu'elle a eue dans l'expression de son mari. La jeune femme reste anxieuse, essayant de comprendre la véritable raison de son retour soudain. La gouvernante frappe à la porte massive du bureau et annonce l'arrivée de la belle et jeune épouse. Le couple s'assied l'un en face de l'autre dans des fauteuils luxueux, tandis qu'un silence gênant emplit la pièce. Tentant de briser la tension, la jeune noble rassemble son courage et lui dit qu'elle a besoin de lui parler. Le jeune homme l'interrompt gentiment et lui explique qu'il l'a en fait convoqué parce qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Fixant son regard intense sur elle, le guerrier lui présente ses excuses les plus profondes et les plus sincères. La jeune femme se fige, complètement sous le choc face à un aveu aussi direct. Il explique qu'il doit expier le fait de l'avoir abandonnée le jour de leur mariage, il y a 10 ans.
Baissant tristement la tête, il admet qu'il a été stupide et imprudent dans le passé. Le jeune homme s'excuse pour toute la solitude et la souffrance que sa femme a endurée seule au fil des ans. Avec une sincérité absolue dans le regard, le guerrier la supplie d'accepter ses excuses formelles. À l'immense surprise de Darion, la jeune femme lui dit gentiment qu'il n'a pas à s'excuser. Rougissant légèrement, elle avoue qu'elle n'a jamais eu de ressentiment à son égard et que rester au manoir était sa propre décision. Malgré cela, elle comprend à quel point il a été tourmenté et sait que son cœur ne trouverait jamais le repos autrement. Affichant un sourire éblouissant, elle lui dit qu'elle lui pardonne, laissant le guerrier sans voix. À ce moment, le sombre fardeau qu'il portait depuis toutes ces années disparaît enfin, et un sourire soulagé illumine son visage. Il la remercie poliment de sa gentillesse et s'adresse à elle avec respect en l'appelant jeune dame. Peu de temps après, le couple se promène côte à côte le long des magnifiques couloirs moquettés du manoir. Son épouse attentionnée s'enquiert de sa jambe blessée, mais le guerrier lui assure qu'il est déjà en train de s'en remettre. Le jeune homme s'excuse de lui avoir pris de son temps, mais la noble le gronde gentiment de dire une chose pareille. La belle jeune femme rassemble son courage pour prendre la parole, et son mari l'encourage à dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Complètement rouge, elle formule une requête petite mais étonnamment audacieuse, lui demandant d'arrêter de l'appeler jeune dame. La jeune fille balbutie nerveusement un mot, essayant timidement de suggérer une autre façon de s'adresser à elle. Confus par la douceur de sa voix, le guerrier lui demande de répéter. Malheureusement, l'atmosphère romantique est instantanément brisée lorsqu'une servante fait irruption dans la pièce avec le thé. Niveau timing, c'est absolument tragique. Surpris par cette interruption soudaine, le guerrier perd l'équilibre et trébuche en avant. Il tombe directement sur sa femme, plaquant la jeune fille embarrassée contre le fauteuil dans une position extrêmement compromettante. Le majordome sourit malicieusement et demande en plaisantant si le couple prévoit déjà d'avoir un petit héritier. Le jeune homme se redresse d'un bond, le visage complètement rouge, en criant que ce n'est pas ce que l'on croit. Le majordome couvre les yeux de la jeune servante, et dit qu'il ferait mieux de faire comme s'il n'avait jamais assisté à des affaires d'adultes. Le vieux serviteur fait un clin d'œil et annonce qu'il s'assurera que les autres membres du personnel ne les dérangent pas, laissant le guerrier complètement outré. Se sentant incroyablement gêné, le jeune homme se tourne vers Aurélia, levant les mains en essayant désespérément de s'expliquer. La noble reste assise sur sa chaise, complètement embarrassée, et lui demande timidement de ne pas s'éloigner. Par l'entrebâillement de la porte, le vieux majordome jette un coup d'œil à l'intérieur avec un sourire effronté et encourage le jeune homme à profiter de l'occasion. La nuit tombe sur l'immense domaine tandis que les cris frustrés de Darion continuent de résonner dans tout le manoir. Le lendemain matin, la chaude lumière dorée du soleil inonde les couloirs luxueux et paisibles du manoir. La gouvernante Onda entre attentivement dans la pièce et demande si son jeune maître a bien dormi. Darion, vêtu d'une simple chemise blanche, la salue avec un bonjour serein. Elle sourit malicieusement après avoir remarqué sa bonne humeur, et lui demande s'il s'est passé quelque chose d'agréable la nuit précédente. La gouvernante se penche et murmure, voulant savoir s'il y a déjà des nouvelles concernant un bébé. Le guerrier devient immédiatement rouge écarlate et accuse le vieux majordome de répandre des rumeurs ridicules. Son expression devient soudainement sérieuse alors qu'elle explique que les événements de la veille au soir ne doivent pas être traités comme un simple accident. Elle se tourne brusquement vers lui et le gronde, lui demandant s'il est vraiment aussi bouché. Onda explique que 10 années de solitude ont profondément meurtri le cœur de la jeune maîtresse. Pendant ce temps, Aurélia se repose paisiblement sur son immense lit, illuminé par les chauds rayons du soleil matinal. Elle se réveille en serrant dans ses bras un petit portrait de son mari, se sentant plus légère et plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis des années. La noble regarde affectueusement la vieille image du guerrier et lui souhaite silencieusement le bonjour. Elle pose la photographie encadrée sur la table de chevet, ayant l'impression que la distance qui les séparait s'est enfin réduite. S'étirant avec un sourire radieux, la jeune fille se demande si elle devrait le saluer tous les jours à partir de maintenant. Plus tard, un ciel bleu azur brille de mille feux au-dessus des vastes champs dorés du domaine. Le couple se réunit dans la salle à manger pour un repas, prenant place aux extrémités opposées de la longue table. Le guerrier coupe lentement sa nourriture tout en essayant de briser le silence écrasant qui emplit la pièce. Aurélia mange en silence avec une élégance et une grâce remarquables tout en gardant un doux sourire. Darion continue de manger maladroitement, trouvant l'atmosphère douloureusement embarrassante à cause de l'incide de la veille. Il ne peut s'empêcher de rejouer ce moment intime dans sa tête jusqu'à ce que la jeune noble décide enfin de briser le silence. Le son soudain de son prénom le fait sursauter, et il répond à la hâte, lui demandant de continuer. Les joues empourprées, elle l'invite doucement à faire une promenade dans la région s'il en a le temps. Le guerrier a l'air surpris par cette proposition inattendue, et répète ses mots tout en essayant de comprendre pourquoi elle le lui demande. La noble rougit et explique timidement qu'il doit inspecter les terres à cause de l'imminente fête des moissons. Darion se souvient enfin de la vieille tradition locale et convient que cette inspection est nécessaire. Arborant un sourire plutôt charmant, le mari accepte son invitation sur le champ, ce qui soulage visiblement la jeune femme. Aurélia hoche doucement la tête, visiblement ravie de pouvoir passer plus de temps avec lui. Peu après, les servantes aident leur maîtresse à choisir la tenue adéquate pour cette occasion importante. Elles ajustent minutieusement les détails d'une élégante robe bleue, donnant à la jeune noble une allure irréprochable. La gouvernante leur dit de continuer pendant qu'elle va vérifier la tenue du jeune maître. Elle s'approche du jeune homme avec un sourire et le félicite d'être déjà prêt pour leur sortie. Cependant,
son expression se transforme instantanément en horreur et en jugement lorsqu'elle voit ce qu'il porte. Le guerrier s'est habillé d'une tenue plutôt bizarre avec un énorme chapeau rouge, ressemblant davantage à un pirate qu'à un noble. Alerte au désastre vestimentaire. La vieille gouvernante le poursuit immédiatement, scandalisée, en déclarant qu'une telle tenue est totalement inacceptable pour un noble. Sans la moindre hésitation, elle repousse le jeune homme dans sa chambre et claque la porte derrière lui. Il essaie de se défendre en disant qu'il peut s'habiller tout seul, mais elle le traîne avec elle sans aucune patience. D'une autorité absolue, la stricte gouvernante pousse son jeune maître sur un canapé et lui ordonne de ne plus bouger. Elle claque des doigts avec un sourire diabolique, promettant de métamorphoser complètement l'apparence de ce garçon turbulent. Sans perdre une seconde, elle commence à lui retirer et à jeter tous les horribles vêtements qu'il avait choisis. Le guerrier recule avec un rire nerveux et la supplie de choisir une tenue et de s'en aller au plus vite. Honda le taquine en lui demandant s'il est gêné par elle, lui rappelant qu'il courait tout nu quand il était enfant. Le visage rouge et irrité, il lui dit d'arrêter de plaisanter et de finir ce qu'elle a commencé. L'ignorant complètement, la gouvernante lui arrache sa chemise d'un geste brusque, laissant le jeune homme totalement surpris. Soudain, elle se fige et couvre sa bouche, complètement choquée en voyant son corps. Le torse du guerrier est couvert de cicatrices profondes et effrayantes. Des cicatrices gagnées après des années de survie sur des champs de bataille brutaux. Tremblante et les larmes aux yeux, Honda lui demande, horrifié, ce qui lui est arrivé pendant toutes ces années. Il essaie rapidement de se couvrir et explique que c'est pour ça qu'il préférait s'habiller seul, pour n'inquiéter personne. La gouvernante se précipite vers lui, bouleversée, voulant désespérément savoir ce que son jeune maître a enduré sur le champ de bataille. Il s'excuse et promet de lui raconter toute l'histoire le moment venu, tandis qu'elle lui tient doucement le visage. Le jeune homme la supplie de garder le secret de ses terribles cicatrices et de n'en rien dire à Aurélia. Honda s'efforce de retenir ses larmes et serre fermement ses vêtements. Submergée par la tristesse face à tout ce que son garçon a souffert, elle accepte sa demande et promet que, désormais, elle s'occupera seule de ses vêtements pour protéger ce secret. Dehors, Darion marche en s'appuyant sur sa canne et demande au fidèle majordome, Adio, si la calèche est prête. Le jeune homme arbore une expression fière et confiante, mettant en valeur sa nouvelle apparence raffinée pour sa sortie avec sa femme. Adio admet qu'il craignait de le voir habillé comme un criminel, mais se sent soulagé maintenant que le jeune seigneur a l'air respectable. Darion rit et avoue que c'est presque ce qui s'est passé, mais qu'heureusement, la gouvernante Honda l'a sauvé d'un désastre vestimentaire. À ce moment-là, le majordome s'excuse pour le retard et l'informe que sa magnifique épouse arrive enfin. Aurélia apparaît absolument superbe et demande timidement si elle est belle, en expliquant qu'elle a mis beaucoup d'efforts à se préparer pour leur première sortie ensemble. Le jeune homme devient instantanément rouge pivoine et bégaye maladroitement en complimentant la beauté époustouflante de sa femme adorée. En voyant le bonheur sincère sur le visage de la jeune femme, la gouvernante décide de garder pour elle le secret des cicatrices de Darion. Darion lui offre son bras et lui demande s'ils doivent y aller, ce qu'elle accepte avec joie tandis que leur promenade commence. Lorsqu'il arrive au marché local, les gens remarquent l'agitation inhabituelle, ce qui attire l'attention de tous. Les habitants sont stupéfaits de découvrir que le jeune seigneur qui avait fugué il y a si longtemps, est enfin rentré chez lui. Darion sourit chaleureusement et espère sincèrement que tout le monde s'est bien porté pendant son absence. Le couple poursuit sa promenade paisible vers le quartier animé, rempli de boutiques et de marchands. Une gentille habitante écarquille les yeux et demande avec enthousiasme si le jeune homme devant elle est vraiment lui. Il salue la chère Madame Michel, qui est émerveillée de voir comment ce petit garçon espiègle est devenu un si bel homme. Il continue de marcher calmement dans l'avenue animée bordée d'auberges et de commerces locaux. Un autre visage familier le montre du doigt avec un sourire et annonce avec enthousiasme le retour du jeune seigneur. L'habitant est fou de joie après avoir confirmé que le jeune homme est vraiment revenu dans sa ville natale. Plusieurs personnes s'informent de sa jambe blessée avec inquiétude, insistant sur le fait que le futur seigneur doit rester fort et en bonne santé. Soudain, un cri enthousiaste la planche-chef fait se retourner le jeune homme, curieux. C'est son ami d'enfance Bart, qui accourt vers lui avec un immense et sincère sourire aux lèvres. Les deux hommes se retrouvent rapidement et échangent une poignée de mains fermes, empreintes de nostalgie et d'amitié. Darion serre son compagnon dans ses bras et plaisante en disant qu'il n'a pas du tout changé, tandis que Bart insiste sur le fait que c'est Darion qui a complètement changé. Bart salue poliment la noble Aurélia, et elle lui rend son salut avec un sourire aimable tout en lui souhaitant bonne santé. L'homme blond invite son vieil ami à passer à sa taverne plus tard, afin qu'ils puissent boire un verre et rattraper le temps perdu. Le guerrier accepte volontiers et se tape la poitrine avec assurance, promettant de visiter l'établissement bientôt. Ils échangent des adieux amicaux tandis que le couple poursuit sa plaisante promenade dans le village ensoleillé. En les regardant de loin, Bart se dit que, bien qu'il n'ait jamais imaginé qu'ils se marieraient, ils forment vraiment un couple merveilleux. La calèche entame finalement son voyage de retour, traversant les vastes et paisibles champs de blé doré sous les couleurs du coucher de soleil. À l'intérieur de la voiture, le jeune seigneur observe silencieusement sa femme en train de lire un livre, très concentrée et sereine. Il remarque la couverture et se demande si le livre qu'elle lit pourrait être une sorte d'encyclopédie botanique. Prenant son courage à deux mains, il décide finalement de rompre le silence et appelle doucement sa femme par son nom pour entamer la conversation. La jeune noble lève les yeux de son livre et répond avec douceur, prête à écouter ce qu'il a à dire.
Il admet honnêtement qu'il veut aider à gérer le territoire et lui demande de lui apprendre comment tout fonctionne. Le jeune homme reconnaît qu'elle a porté ce fardeau seul pendant bien trop longtemps, et dit qu'il souhaite enfin en assumer la responsabilité. Le visage de la jeune fille devient tout rouge et elle se cache rapidement derrière son livre, complètement troublée par ses paroles. Derrière les pages, cependant, elle arbore un sourire radieux et pense avec fierté à quel point son mari est devenu quelqu'un sur qui l'on peut compter. Elle referme le livre avec détermination, montrant qu'elle est tout à fait prête à lui donner une réponse définitive. Rougissant intensément, Aurélia lui demande si elle a le droit d'être aussi stricte avec lui que l'ancien seigneur l'avait été avec elle. Darion sourit doucement et accepte volontiers, lui disant de faire ce qu'elle pense être le mieux. Il lui demande, curieux, si son père lui a vraiment enseigné les choses de manière aussi sévère, et elle répond par l'affirmative, même si elle admet n'avoir jamais été grondée. La scène se déplace ensuite vers une taverne animée et bruyante près de la frontière, tard dans la nuit. L'établissement est rempli de clients qui discutent joyeusement tout en profitant de cette soirée fraîche. Soudain, les grandes portes s'ouvrent à la volée, et une voix autoritaire ordonne à tous les idiots présents d'écouter attentivement. Le propriétaire de la taverne s'arrête d'essuyer un verre et regarde vers l'entrée, surpris par cette interruption. Une jeune femme aux longs cheveux cramoisis et à la cape sombre entre et annonce qu'elle ne posera sa question qu'une seule fois. Avec un regard froid et perçant, elle exige de savoir où se trouve Kay, le redoutable démon à l'épée de la région. Pendant ce temps, la lumière dorée du soleil baigne majestueusement le vaste domaine des Portman. Le lendemain, à l'intérieur de la grande bibliothèque, le seul son que l'on peut entendre est le grattement apaisant d'une plume sur le papier. Darion l'observe attentivement et demande si elle s'occupe toujours d'une telle montagne de documents administratifs. La jeune noble s'arrête d'écrire et, les joues en feu, demande poliment la permission de discuter de quelque chose d'important. Timidement, elle lui demande s'il accepterait de prononcer un discours lors du festival célébrant son retour officiel. Le jeune homme a l'air extrêmement gêné et répète la suggestion à haute voix avec un sourire nerveux. Ses pensées s'égarent vers les jours difficiles de la guerre, lorsque les commandants réclamaient du sang et la mort sur le champ de bataille. À l'époque où il opérait sous l'identité du mercenaire Kay, il ignorait chacun de ses discours. Le jeune homme n'a jamais eu la moindre envie de se tenir devant une foule et ne s'est certainement jamais imaginé faire une telle chose. Ses yeux cramoisis semblent briller alors que des souvenirs de massacres sans fin refont surface dans son esprit. Sa présence sur le champ de bataille n'avait été qu'un moyen de laisser exploser la fureur incontrôlable enfouie en lui. Il abattait ses ennemis sans pitié, laissant des rivières de sang partout où il passait. Tel une bête enragée, il tailladait simplement tous ceux qui avaient le malheur de se trouver sur son chemin. Le jeune homme se demande silencieusement comment quelqu'un avec un passé aussi violent et sombre pourrait se tenir sur une scène et s'adresser à une foule. Se rendant compte qu'il s'est perdu dans ses pensées, il s'excuse rapidement auprès de sa femme et explique doucement qu'il était distrait. Pour résoudre le problème, il propose chaleureusement de se tenir à ses côtés pendant qu'elle prononce elle-même le discours. Aurélia est ravie de son soutien et accepte avec joie de se charger de prendre la parole lors de l'événement. Un sourire radieux illumine son visage alors qu'elle se dit qu'avoir son mari bien-aimé à ses côtés est déjà amplement suffisant. Rassemblée devant tous les villageois, elle commence son discours en remerciant tout le monde pour leur dur labeur tout au long de l'année. Avec chaleur et sincérité, elle encourage toute la communauté à profiter pleinement des festivités. La foule éclate en acclamations et en applaudissements, célébrant avec enthousiasme le début du festival. Main dans la main et rempli de bonheur, le couple descend de l'estrade et décide de se mêler aux villageois. Les habitants remarquent le charmant couple qui s'approche et commencent à exprimer leur agréable surprise face à la gentillesse de leur dirigeant. Un sympathique cuisinier local s'approche et propose un bol de délicieuse cuisine traditionnelle pour que le couple noble y goûte. Peu après, l'un des travailleurs offre à Darion une grande chope pour qu'il se joigne à la fête. Le jeune homme remercie sincèrement tout le monde pour leur gentillesse et leur souhaite une merveilleuse fête des moissons. Soudain, les yeux d'Aurélia s'écarquillent de surprise lorsqu'elle remarque une attraction inhabituelle au centre de la place. Excitée, elle pointe du doigt la scène principale et demande avec enthousiasme à son mari de regarder. Sur scène, le bouffon annonce une représentation très spéciale. Un spectacle rare préparé pour divertir toute la ville. Tenant une épée aiguisée, il déclare de manière théâtrale qu'il s'apprête à réaliser l'incroyable et dangereux tour de la valeur de sabre. Alors que la jeune femme regarde avec effroi, le guerrier observe la scène avec indifférence, car ce tour lui semble bien banal. Le public tout entier éclate d'applaudissements, et Aurélia frappe dans ses mains avec enthousiasme, fascinée par le talent de l'artiste. Cependant, lorsqu'elle jette un coup d'œil à ses côtés, elle remarque que l'expression de son mari reste totalement de marbre. Il minimise la chose en disant qu'il a déjà vu ce tour à maintes reprises, omettant curieusement le fait que les soldats avalaient littéralement des épées pendant la guerre. Les standards du champ de bataille sont un peu différents. Le couple poursuit sa promenade et arrive bientôt devant un stand de lancer de couteaux. Le propriétaire du stand reconnaît le jeune seigneur et le met au défi d'essayer, attirant instantanément l'attention de tous les enfants des environs. Montrant plusieurs pommes suspendues et une cible en bois, il lui promet un prix magnifique si le seigneur parvient à faire mouche. Le guerrier hésite, affirmant que cela fait longtemps qu'il n'a pas lancé d'armes, mais les enfants le supplient de leur montrer ses talents. Aurélia appuie leur demande et encourage tendrement son mari à participer au jeu pour montrer sa précision. Incapable de refuser quoi que ce soit à son épouse bien-aimée, il accepte et attrape plusieurs couteaux sous les applaudissements impatients de la foule.
Alors que le forain lui dit de ne pas être nerveux, les yeux du guerrier se verrouillent sur les pommes avec une précision incroyable. Contrôlant soigneusement sa force, il lance les couteaux avec une aisance déconcertante, transperçant les fruits avec une précision sans faille. Le propriétaire du stand se fiche d'incrédulité tandis que les enfants explosent de joie. Aurélia regarde son mari, les joues roses et les yeux pétillants, complètement captivé par son habileté. En voyant les expressions stupéfaites de tout le monde, le jeune homme se demande discrètement s'il n'aurait pas dû faire semblant d'être un peu moins doué. Gêné, il met ça sur le compte de la chance, espérant au moins avoir réussi à sauver les apparences. Sa femme se précipite avec enthousiasme, louant sa performance et affirmant qu'il ressemblait à un véritable chevalier se battant avec honneur. Darion sourit chaleureusement, remarquant à quel point elle semble plus heureuse et pleine d'énergie grâce à l'atmosphère animée du festival. À cet instant, le propriétaire du stand les interrompt et lui tend la récompense qu'il a remportée. L'homme sourit jusqu'aux oreilles en lui présentant un magnifique paquet d'œufs spécialement préparé par la guilde. Généreux, Darion lui demande de donner le prix aux enfants à proximité, qu'il acclame aussitôt en déclarant que leur seigneur est le meilleur. Aurélia est profondément touchée par ce geste et félicite doucement son mari, lui disant à quel point il a un grand cœur. Il rit timidement, se rappelant à quel point il était ravi, enfant, lorsqu'il gagnait des œufs et découvrait une rare coquille dorée. Elle se souvient parfaitement de la fois où il a échangé l'un de ses œufs contre un casque trop grand qui ressemblait à un seau sur sa tête. La jeune noble ne peut retenir son rire et éclate de gloussements joyeux alors que ce souvenir amusant lui revient à l'esprit. Darion s'arrête, complètement perplexe, et lui demande comment elle peut connaître une anecdote aussi précise. Troublée et balbutiante, elle s'empresse d'expliquer que les histoires sur ce petit garçon turbulent s'étaient répandues dans tout le village. Au fond d'elle, elle panique car il est hors de question qu'elle révèle la vraie raison pour laquelle elle en sait autant. Elle ne pourrait jamais admettre qu'elle l'observait secrètement depuis l'enfance, tout simplement parce qu'elle rêvait de devenir sa femme un jour. Darion prononce doucement son nom, l'attirant de ses pensées et la faisant légèrement sursauter. Arborant un sourire timide, il lui tend la main et l'invite à se diriger vers la place de la ville pour la célébration principale. Les yeux remplis d'affection, elle accepte son invitation et serre fermement sa main alors qu'ils marchent ensemble vers les festivités. Le maître de cérémonie annonce d'une voix forte à toute la ville que la grande cérémonie du feu de joie est officiellement sur le point de commencer. Avant de poursuivre, l'homme remercie respectueusement le couple distingué dont la présence a fait briller le festival d'un éclat encore plus vif. La foule éclate en applaudissements enjoués à l'entente de ce compliment. Pendant ce temps, le guerrier sourit intérieurement, pensant que le présentateur est étonnamment charismatique. Le présentateur invite tout le monde à prier ensemble pour la prospérité éternelle et la gloire de la région tout entière avant d'allumer le feu de joie. À la grande surprise du couple, il déclare soudainement que la prochaine tradition est un baiser public entre leurs seigneurs. Tous deux se figent instantanément, leur visage virant au rouge pivoine de gêne. La jeune dame panique presque, incapable de croire qu'on attend d'elle qu'elle embrasse son mari devant toute la ville. Comme si la situation n'était pas assez gênante, leur ami facétieux Bart se met à crier au seigneur de se dépêcher d'embrasser sa femme. Le grand blond encourage tous les villageois à unir leurs voix pour donner un peu de courage à leur jeune seigneur. La foule s'exécute avec joie et commence à scander pour un baiser à l'unisson, rendant le couple encore plus embarrassé par ce soutien écrasant. Darion plonge son regard dans les yeux surpris de sa bien-aimée et, le cœur battant à tout rompre, lui demande poliment sa permission. Sans crier gare, il enroule un bras protecteur autour d'elle et la tire délicatement contre lui. Le gars a activé le mode protagoniste. Il dépose un doux baiser sur ses lèvres, faisant battre le cœur de la jeune femme à la chamade face à ce geste audacieux. Après cela, il s'excuse timidement, expliquant qu'il n'a cédé qu'en raison des demandes insistantes des villageois. Elle lui dit doucement qu'elle comprend et accepte ses raisons, mais le prévient doucement qu'elle n'a pas encore fini. Saisissant ses joues, elle prend audacieusement l'initiative et plante un véritable baiser passionné sur ses lèvres. À cet instant précis, l'immense feu de joie est allumé, et la foule entière explose en cris assourdissants de pure joie. Sous la belle lumière de la lune, les habitants crient des bénédictions d'amour éternel pour leur seigneur et de prospérité durable pour leur merveilleuse communauté. La nuit froide et paisible s'installe progressivement sur le magnifique domaine des Portman, marquant la fin du festival. Dans sa chambre, Aurélia s'enfouit sous ses oreillers, le visage brûlant de honte. Après ce baiser passionné sur la place, elle respire lourdement, incapable de réaliser à quel point elle avait été audacieuse. La jeune femme se demande désespérément ce qui lui a pris d'embrasser son seigneur d'une manière aussi osée et publique. La pauvre noble est terrifiée à l'idée que son mari puisse désormais la trouver éhontée ou étrange. De l'autre côté du manoir, le guerrier est également réveillé, incapable de dormir alors que ses lèvres picotent encore d'embarras. La scène bascule ensuite de manière dramatique vers le vaste et luxueux domaine de la famille White, dans le prospère royaume des Armen. À l'intérieur de la résidence, un élégant homme blond portant des lunettes déguste calmement son thé dans une tasse ornée. Une subordonnée aux cheveux d'argent informe son supérieur que les forces impériales ont percé les lignes de défense le long de la frontière. Il songe froidement que depuis la retraite du redoutable démon Alepekeh, ces défenses se sont effondrées avec une facilité déconcertante. Le duc doré Edward White sourit, convaincu que retirer ce guerrier terrifiant de l'échiquier avait été un coup de maître. Sa fidèle secrétaire, Agnès Blackmeyer, reste silencieuse à ses côtés, attendant ses instructions.
Agnès demande s'il est vraiment prudent de laisser les territoires alliés tomber si facilement aux mains de l'Empire. Il explique calmement que les régions voisines n'ont survécu à la guerre si longtemps que grâce au soutien financier et à la présence de quais. Prenant une autre gorgée de thé, il fait remarquer que ces souverains ont déjà perdu la capacité de rembourser leurs dettes. Il affirme qu'il ne leur reste plus qu'à retirer leurs principaux alliés et à récupérer les parts de la compagnie avant que tout ne s'effondre définitivement. Agnès lui verse encore du thé et commente froidement que son maître est un homme vraiment compatissant. Édouard semble immédiatement offensé par cette remarque et agite les mains, insistant sur le fait qu'il ne fait qu'accomplir son devoir de noble. Changeant de sujet, elle demande sérieusement s'il est judicieux de laisser le démon à l'épée qui est en liberté et sans surveillance. Le jeune noble sourit en coin et répond calmement que le guerrier de légende ne vit désormais que sous le nom de Darion Portman. Elle suggère qu'il aurait dû l'exécuter dès le début, mais le duc Blond fait remarquer qu'un échec aurait signifié une mort certaine. Il se souvient de la vitesse absurde du guerrier pour esquiver les projectiles et de sa capacité à survivre à des blessures qui auraient dû être fatales. Le noble Blond ajoute avec un sourire rusé que le tuer aurait été un gâchis total, puisque la situation actuelle les avantage parfaitement. Il explique qu'il comprend la véritable nature de Darion et demande à son assistante si elle connaît la plus grande différence entre lui et les hommes ordinaires. Édouard révèle que contrairement à la plupart des mercenaires, le jeune guerrier n'agit jamais uniquement pour son propre profit. Sachant exactement quel genre de personne est Darion, le noble a l'intention de garder le combattant légendaire fermement dans sa sphère d'influence. Maintenant que le démon à l'épée a pris sa retraite, la nation toujours enlisée dans le conflit aura besoin d'encore plus de ressources et viendra inévitablement chercher son soutien financier. Elle convient que dans ces circonstances, le duc aura le contrôle total sur l'équilibre de la guerre tout en continuant d'accroître sa richesse. Édouard bondit sur ses pieds avec enthousiasme, la pointant du doigt tout en louant la brillante intelligence de sa fidèle assistante. Il écarte grand les bras, désireux de fêter ça avec un gros câlin, tandis qu'elle reste complètement sérieuse et impassible. Sans pitié, la femme lui assène un coup douloureux, forçant son jeune employeur à se plier en deux de douleur instantanément. Elle le prévient sévèrement de ne rien tenter de stupide, lui faisant comprendre qu'elle ne le ménagera pas simplement parce qu'il est plus jeune. Loin de là, un ciel bleu éclatant s'étend au-dessus des couloirs paisibles et élégants du domaine des Portman. Dans sa chambre, Onda aide le jeune Darion à enfiler sa tenue de cérémonie, s'assurant que tout lui va confortablement. Le jeune seigneur flâne dans le couloir en discutant avec la gouvernante, mais se tait instantanément lorsqu'il aperçoit sa magnifique épouse. Aurélia se fige également et murmure doucement quelque chose, son visage devenant complètement rouge dès que leurs regards se croisent. Darion détourne rapidement le regard, le cœur battant de gêne alors que les souvenirs de leur récent baiser refont surface. Onda remarque immédiatement cette immense maladresse et décide d'intervenir avec un sourire chaleureux. Incapable de gérer la situation, la jeune dame fait soudainement volte-face et s'enfuit dans le couloir, complètement embarrassée. Darion se gratte l'arrière de la nuque maladroitement tandis que la gouvernante observe avec confusion, essayant de comprendre le comportement étrange du couple. Elle demande avec inquiétude s'ils se sont disputés, surtout après avoir entendu à quel point la nuit du festival aurait été passionnée. Le jeune seigneur tente de blâmer les taquineries de Bart, mais la servante continue de le presser pour savoir si les rumeurs sont vraies. Pris complètement au dépourvu par la question, il change précipitamment de sujet et demande qui sont les visiteurs d'aujourd'hui. Onda explique sérieusement qu'une délégation commerciale des royaumes de l'Ouest devrait bientôt arriver. Le guerrier se tend immédiatement et répète l'origine des visiteurs, le visage rempli de suspicion et d'inquiétude. La gouvernante annonce joyeusement que la concurrence pour le blé de la région est devenue si féroce que même le royaume des Hermènes est entré dans la course. Darion panique intérieurement, réalisant à quel point ce serait désastreux si l'un de ces étrangers le reconnaissait comme le tristement célèbre quai. Elle explique qu'en temps normal, sa femme s'occuperait de la réception, mais qu'il est juste que le seigneur lui-même en prenne la responsabilité maintenant. Pendant ce temps, à la grande gare, le fidèle majordome Adio lui conseille calmement de ne pas être si nerveux à propos de la cérémonie d'accueil. Il lui assure que quelques salutations formelles, comme on le lui a appris, suffiront amplement pour que tout se passe bien. Le jeune seigneur essaie de rester calme, se disant qu'aucun de ses anciens ennemis de guerre ne ferait tout ce chemin juste pour acheter du blé. Pourtant, il touche discrètement l'arme cachée sous ses vêtements, espérant silencieusement qu'il n'en aura pas besoin aujourd'hui. Soudain, la puissante locomotive à vapeur arrive dans un rugissement assourdissant, annonçant l'arrivée officielle de la caravane marchande. Les portes du train s'ouvrent, et les premiers visiteurs descendent sur le quai d'un pas confiant et déterminé. Darion s'incline respectueusement et accueille formellement la délégation au nom de toute sa famille. Il les informe que des transports ont déjà été préparés pour les emmener au domaine, mais il remarque alors quelque chose de très étrange dans l'expression d'un visiteur. Les yeux du marchand étranger s'écarquillent de pure terreur, et il balbutie nerveusement en demandant si l'homme devant lui est vraiment quai. De retour au luxueux domaine blanc du royaume des Hermènes, le jeune Édouard réagit avec surprise et demande qui est arrivé exactement. Il se précipite en panique dans les couloirs somptueux, se plaignant que sa sœur bien-aimée ne lui ait rien dit au sujet de cette visite. Le jeune homme la soulève avec enthousiasme dans ses bras et la complimente, affirmant qu'elle semble encore plus grande que lors de leur dernière rencontre. Avec un regard sombre et furieux, elle lui ordonne froidement de la reposer immédiatement, avant qu'elle ne le réduise en cendres, alors que sa tête tourne de vertige. Après avoir reçu cette douloureuse leçon,
Il accepte rapidement et décide de ne plus défier sa sœur. Croisant les bras, elle exige impatiemment de savoir s'il a découvert où se trouve actuellement le démon à l'épée qu'est. Balbutiant nerveusement, le jeune homme explique que le guerrier s'évanouit comme un fantôme et qu'il est incroyablement difficile à retrouver. Agacée, elle menace de retirer toutes ses parts de l'entreprise s'il ne parvient pas à localiser le démon à l'épée très vite. Attrapant sa joue et la serrant fort, elle lui ordonne froidement de trouver le démon à l'épée à tout prix. D'un mouvement dramatique de sa cape sombre, la jeune femme se prépare à partir, rendant l'atmosphère encore plus lourde. Son expression reste tranchante et inébranlable, rendant évident qu'elle ne tolérera plus d'excuses ni d'échecs. Elle l'avertit que le temps presse, et qu'il doit au moins découvrir une véritable piste sur la localisation du démon à l'épée. Les immenses portes blanches et or se referment lourdement derrière elle, marquant le départ imposant de la femme rousse. Agnès lui demande s'il a vraiment l'intention de révéler des informations, mais il refuse immédiatement, craignant un désastre catastrophique si ces deux-là venaient à se rencontrer. Se remettant sur ses pieds, il demande sérieusement si la caravane commerciale a déjà été envoyée en toute sécurité à Weebing. La secrétaire le confirme, bien qu'elle doute qu'un guerrier vétéran comme Kay tombe dans un piège commercial aussi simple. Le jeune noble sourit avec assurance, lui promettant qu'il a préparé une proposition commerciale irrésistible que Darion ne pourra jamais refuser. Au loin, le grand train à vapeur poursuit son voyage à travers d'interminables champs ensoleillés en direction de la gare de Weebing. À l'intérieur du wagon, les passagers sont assis dans un silence total, admirant tranquillement les magnifiques paysages qui défilent par les fenêtres. Les deux représentants commerciaux restent vêtus de tenues élégantes et semblent de plus en plus anxieux quant aux négociations à venir. Le chef de la délégation les observe attentivement, gardant une expression ferme et indéchiffrable tout au long du voyage. Enfin, la locomotive à vapeur arrive à la gare animée de Weebing, libérant d'épais nuages de fumée blanche sur le quai. Les nobles diplomates descendent du train de manière ordonnée, tandis que le comité d'accueil les observe de près. Darion s'incline poliment et les accueille formellement au nom de sa famille et de la région prospère qu'il gouverne. Il informe poliment les invités que les calèches ont déjà été préparées pour les conduire au vaste domaine Portman sans le moindre retard. Soudain, l'un des émissaires écarquille les yeux sous le choc total en remarquant le regard cramoisi et intense du jeune seigneur. Pâle et tremblant, l'homme balbutie de peur, se demandant si le noble devant lui est en réalité le démon à l'épée. Le guerrier se crispe immédiatement intérieurement après avoir compris que sa malchance est telle qu'il doit retrouver cet homme en particulier. Il ne comprend que trop bien que si son identité est révélée, toute la région de Weebing pourrait être en grand danger. L'étranger panique et exige que le train fasse demi-tour immédiatement pendant que les autres se précipitent pour le calmer. Feignant d'être un noble totalement inoffensif et insouciant, Darion se présente avec un sourire exagéré fendu jusqu'aux oreilles. L'émissaire devient confus et commence à se demander si un jeune homme aussi maladroit pourrait vraiment être le tristement célèbre démon à l'épée. En le regardant agir si bêtement, l'homme se détend enfin et conclut que quelqu'un d'aussi ignorant ne pourrait jamais être le légendaire Kay. Son esprit retourne à un souvenir terrifiant du jour où il a vu le vrai Kay en action. À cette époque, un noble arrogant a giflé un seigneur sans défense en plein milieu d'une grande salle. La victime s'est écrasée sur le sol sous le regard choqué des invités, et des murmures se sont répandus dans l'assemblée. L'atmosphère est devenue instantanément lourde alors que tout le monde échangeait des regards nerveux, effrayés de la tournure que pourrait prendre le conflit. L'agresseur a crié furieusement, insultant l'homme de basse naissance et exigeant le respect pour son statut prestigieux. Kay a simplement retiré ses gants blancs, ses yeux rouges perçants fixés droit devant lui, conservant une attitude froide et impitoyable. Sans dire un mot de plus, le guerrier a jeté un gant directement au visage de l'agresseur, lançant un défi formel. Avec une autorité incontestable, il a déclaré que l'insulte à l'honneur de sa famille serait réglée par un duel à mort. Le noble enragé a accepté immédiatement et a ordonné aux gardes d'apporter 2 épées pour donner une leçon à ce morveux. Puis un seigneur aux cheveux blancs, assis dans un fauteuil roulant, a pris la parole à l'autre bout de la salle, ordonnant à tout le monde de s'arrêter. Kay s'est lentement retourné dans un silence total pour regarder l'homme mystérieux qui avait interrompu la confrontation. L'homme s'est excusé au nom de Kay et a imploré pitié, mais Lord Polo a crié furieusement qu'il était déjà trop tard pour ça. Polo a continué à hurler d'indignation, exigeant que le guerrier baisse la tête et s'excuse immédiatement. De retour au présent, l'homme se souvient que le nom de Kay était quelque chose de si terrifiant que personne n'osait le mentionner à la légère. Le démon à l'épée qu'il avait vu à l'époque était un monstre sanguinaire qui ne montrait absolument aucune pitié. Soulagé, le diplomate dit à tout le monde d'oublier cette histoire, décidant qu'il a simplement dû réagir de manière excessive. Il s'éloigne en grognant que ce démon maudit hante encore ses cauchemars, tandis que Darion garde un sourire amical. La luxueuse calèche roule à travers d'interminables champs dorés sous les magnifiques couleurs pourpres du ciel nocturne. Darion informe les invités qu'ils arriveront bientôt à l'immense domaine Portman et leur demande de se préparer à descendre. En arrivant à l'élégante résidence, Aurélia apparaît aux côtés de ses fidèles servantes pour accueillir officiellement les visiteurs. Arborant un sourire éblouissant, elle se présente sous le nom d'Aurélia Portman et déclare que c'est un honneur d'accueillir les représentants. Remarquant à quel point les invités ont l'air épuisés, elle suggère gentiment qu'il entre pour se reposer après leur long voyage en train. Aurélia demande poliment à la gouvernante Onda d'accompagner les nobles diplomates jusqu'à leurs chambres respectives. Plus tard dans la soirée, l'obscurité s'installe sur le vaste domaine,
et des coups frappés à la porte brisent le silence d'une des chambres d'amis. Lord Polo, assis sur sa chaise, a l'air perplexe, se demandant si le service d'étage est arrivé si tard dans la nuit. Un instant plus tard, des pas fermes résonnent sur la moquette, signalant qu'un visiteur inattendu est entré. L'émissaire se plaint qu'il n'a besoin de rien, mais sa voix meurt immédiatement dans sa gorge. Au moment où il voit qui se tient devant lui, le jeune seigneur le fixe d'un regard glacial et annonce calmement qu'il aura malheureusement besoin d'un peu de son temps ce soir. Terrifié par cette présence écrasante, le noble perd l'équilibre et s'effondre sur le sol de la chambre. Pointant un doigt tremblant, Polo hurle de panique, insistant sur le fait que ses yeux impitoyables prouvent qu'il est vraiment le tristement célèbre Kay. Les cris désespérés de l'émissaire sont avalés par les murs épais du manoir Portman dans le silence de la nuit froide. Maintenant que la vérité est évidente, le guerrier abandonne son déguisement et décide qu'il ne sert plus à rien de se cacher. Le diplomate recule en rampant de peur et demande ce qu'il veut, lui rappelant qu'il a déjà présenté de sincères excuses pour ce qui s'est passé il y a des années. Darion s'installe sur une chaise dans une posture imposante et se souvient sarcastiquement du jour où l'homme a insulté sa famille. Le jeune seigneur plonge son regard dans le sien, ses yeux cramoisis brillant intensément, et remarque froidement qu'il ne se souvient pas avoir accepté ses excuses. Il invite ensuite l'homme à se relever du sol pour qu'il puisse discuter affaires, laissant le diplomate terrifié complètement déconcerté. Le guerrier lui demande directement si le but de sa visite n'était pas d'acheter le précieux blé de Weebing. Dans une atmosphère incroyablement tendue, les deux nobles s'assoient l'un en face de l'autre et commencent leurs importantes négociations. Lord Polo déglutit nerveusement et étudie attentivement le jeune guerrier, craignant que le moindre faux pas n'entraîne de violentes représailles. Sans tourner autour du pot, Darion révèle qu'avant de venir ici, il a déjà eu une importante réunion d'affaires avec un seigneur très respecté. Une réunion très utile, d'ailleurs. L'émissaire effrayé demande ce qu'il veut dire, et le guerrier répond calmement qu'il a reçu une excellente offre. Il rappelle comment un noble du royaume des Hermènes a exprimé son intérêt pour l'achat de l'intégralité de la production de blé de la région. L'homme a confirmé que les réserves seraient distribuées dans tous les territoires de l'Ouest grâce à leur vaste réseau d'infrastructures. Il a également promis qu'une part généreuse des commissions de ces ventes serait versée directement à la famille Portman. Cependant, il y avait une condition stricte dans le contrat. Toutes les ventes de blé devaient se faire exclusivement avec le royaume des Hermènes. Le noble rusé lui a conseillé de prendre une décision sage et mature, en tenant compte de ce qui serait le mieux pour l'héritage de sa famille. Il a terminé la conversation par un sourire mystérieux et s'est adressé au guerrier de manière provocante en l'appelant Sir Portman. De retour au présent, Lord Polo, furieux, frappe des deux mains sur la table et commence à maudire le royaume des Hermènes avec une rage brûlante. Il crie de fureur, accusant ses rivaux de comploter dans son dos et maudit le seigneur Hook, le traitant de menteur et de traître. Profitant de sa colère, Darion propose habilement de conclure un accord commercial direct sur le champ. Sa seule condition est qu'il achète toute la réserve de blé disponible, tout en s'alignant sur l'excellent prix offert par Armin. Polo rétorque avec sérieux que, même en tant qu'officier d'approvisionnement de l'Empire, il n'a pas l'autorité pour fixer le prix seul. Avec une menace subtile dans la voix, le guerrier suggère qu'accepter ce prix serait le moyen parfait d'obtenir le pardon pour son ancienne offense. Le diplomate en sueur déglutit difficilement et soutient le regard intimidant du guerrier, comprenant qu'il n'y a aucune échappatoire. Il tente de négocier en offrant un peu plus de la moitié de la somme, mais le jeune seigneur l'informe froidement qu'aucune réduction ne sera acceptée. Se sentant complètement acculé, l'homme tremble sous la pression psychologique écrasante de Darion. Désespéré, il augmente son offre et garantit que l'Empire prendra en charge tous les frais de transport et de douane. Maintenant son attitude impitoyable, le guerrier exige une marge de profit encore plus grande avant de finaliser l'accord. Les deux échangent finalement une poignée de main ferme, scellant un accord commercial majeur qui apportera une immense richesse à la région. Le jeune seigneur célèbre le succès de la transaction, tandis que le diplomate admet avec surprise qu'il a négocié comme un véritable professionnel. Curieux, le représentant demande pourquoi il a choisi de négocier avec leur délégation plutôt que d'accepter l'offre d'Hermine. Darion le fixe simplement d'un regard glacial, pensant silencieusement qu'il l'a choisi tout simplement parce qu'il était la cible la plus facile. Cependant, pour sauver les apparences, il se contente de sourire chaleureusement et déclare que c'était une bonne occasion de réparer les erreurs du passé. Darion mentionne doucement qu'il a une dernière faveur personnelle à demander aux représentants de l'Empire. Le diplomate écoute attentivement tandis que le guerrier le met en garde contre les graves conséquences qui en découleraient. Si des rumeurs devaient se propager dans la ville au sujet d'une silhouette aux yeux rouges rôdant dans l'ombre, il menace de réécrire ce contrat dans le sang en cas de fuite de ce secret. Se remémorant la cérémonie de bienvenue plus tôt, la belle Aurélia s'était fièrement présentée comme l'épouse légitime du seigneur local. Le regard perçant, elle a fermement corrigé le seigneur Hook qui avait utilisé le mauvais titre lors de leur conversation. Visiblement embarrassé et couvert de sueur froide, le noble aux cheveux gris a immédiatement courbé la tête et présenté des excuses sincères. Le seigneur Polo n'a pas pu retenir son amusement après avoir vu son rival se faire remettre élégamment à sa place par Madame Portman. Le guerrier laisse échapper un soupir de soulagement en réalisant qu'il a une épouse aussi brillante et talentueuse à ses côtés. Darion ordonne à ses gardes d'escorter les visiteurs jusqu'à la gare en toute sécurité, et le seigneur Polo quitte la voiture avec les documents signés, tandis que le jeune seigneur lui rend son salut avec respect.
Ils observent en silence la luxueuse calèche disparaître au bout du long chemin de terre. Darion fait l'éloge de son épouse bien-aimée, avouant qu'il l'admire encore plus après avoir vu son côté ferme et confiant. Aurélia répond modestement qu'elle a simplement dit la vérité lors de cet échange tendu. La jeune femme lui rend son compliment, soulignant qu'il a également révélé un côté de lui remarquablement intelligent et rusé. Elle explique qu'elle a déjà examiné les contrats et s'est rendu compte à quel point les termes sont véritablement avantageux pour eux. Le jeune seigneur admet qu'il voulait surtout donner une leçon à l'envoyé arrogant des Hermines, et elle loue la brillance de son action. Satisfait de l'excellent résultat des négociations, tous deux décident finalement de rentrer au manoir. La scène se déplace vers la grande résidence privée de la puissante famille Edward White. Soudain, un cri dramatique de pur désespoir résonne à travers les magnifiques doubles portes dorées. Edward White jaillit du couloir en pleine panique, criant à plein poumon tout en étant complètement confus. L'homme blond se plaint avec colère que sa généreuse proposition concernant le blé ait été rejetée par le jeune Darion. Il pensait vraiment que le plan était infaillible. Il se jette en arrière et se lamente que le jeune seigneur aurait dû simplement suivre sa stratégie et encaisser les bénéfices. Le président continue de se lamenter avec frustration, accusant le guerrier d'avoir délibérément ruiné tous ses plans soigneusement préparés. Au beau milieu de sa crise dramatique, il glisse pitoyablement sur le sol poli et perd complètement l'équilibre, basculant en arrière vers le sol de marbre. Cependant, une main ferme apparaît soudainement et attrape son bras avant l'impact inévitable. Le noble blond écarquille les yeux de surprise lorsqu'il réalise qu'il a été sauvé d'une chute embarrassante. Sa fidèle secrétaire Agnès le tient fermement avec un visage totalement inexpressif. Avec une force naturelle, la femme remet son employeur sur pied. Agnès le réprimande sévèrement et exige qu'il se calme, ce qui suscite de sa part de maladroites excuses. Une tasse de thé chaud est délicatement servie dans une élégante tasse décorée pour aider à calmer les nerfs de tout le monde. Agnès demande s'il s'est enfin calmé, et il la remercie doucement en prenant une gorgée. Édouard réfléchit pensivement, se demandant pourquoi le légendaire Kai choisirait de faire des affaires avec l'Empire. Son assistante lui offre un conseil pratique, suggérant que parfois la meilleure solution est de poser la question directement. Le jeune homme reste silencieux un instant avant de convenir qu'il devra découvrir la vérité par lui-même. Il se penche en avant et ouvre fermement le tiroir de son bureau en bois, révélant ce qui s'y cache. Avec une expression tout à fait sérieuse et déterminée, il murmure qu'il va devoir adopter une approche différente. Une arme à feu luxueuse et imposante est révélée, indiquant clairement qu'il a l'intention d'avoir une conversation très sérieuse. L'histoire se déplace ensuite vers la magnifique résidence du respecté Darien Versagrande. Le seigneur Polo arrive et remet un document important, demandant à l'hôte de le lire immédiatement. Tenant le petit parchemin dans ses mains, le noble aux cheveux clairs demande avec curiosité ce qu'il contient. Polo explique calmement que le message a été envoyé personnellement par Darion Portman. Le noble déroule le papier texturé de ses mains gantées de blanc et commence à en lire le contenu. Il étudie la lettre attentivement, gardant une expression pensive et concentrée. Soudain, l'élégant jeune homme ne peut plus se contenir et éclate d'un rire spontané, surprenant son visiteur. Il continue de rire de manière incontrôlable, trouvant toute la situation incroyablement amusante. Il commente à quel point Polo était terrifié lorsqu'il a de nouveau rencontré le tristement célèbre Quai, et le visiteur avoue qu'il a failli s'évanouir. Le noble affiche alors un sourire chaleureux et le remercie sincèrement d'avoir transmis un message aussi important. L'envoyé prend poliment congé, et l'hôte lui souhaite un bon voyage de retour. Seul dans son bureau, le jeune noble se demande où Quai pourrait bien être à présent, et réalise que la rude saison hivernale a probablement déjà atteint cette contrée lointaine. Au loin, dans une région montagneuse escarpée, les premiers flocons de neige commencent à tomber, recouvrant le paysage d'un manteau blanc. Un puissant coup de feu résonne soudain dans la forêt enneigée, brisant le calme de ces terres sauvages. Les jeunes chasseurs se réjouissent avec enthousiasme, criant qu'ils ont enfin réussi à abattre leur cible. Ils se rassemblent autour de l'énorme cerf qu'ils ont chassé, célébrant cette victoire qui leur vaudra enfin d'être reconnus au-delà de leur statut de novice. Tandis que le groupe discute de la façon de transporter l'animal, l'un des garçons se retourne brusquement après avoir remarqué quelque chose d'inhabituel. Son compagnon l'appelle pour qu'il aille chercher les chevaux, avant de se rendre compte qu'il est pétrifié par la peur. Derek pose doucement un doigt sur ses lèvres, faisant signe à tout le monde de rester silencieux. Il lève son arme à feu vers la forêt et ordonne sévèrement à ses compagnons de s'éloigner immédiatement de la proie. La panique dans la voix, Derek les prévient que l'air est d'un froid anormal et soupçonne la présence d'une bête magique terrifiante à proximité. L'un des autres se moque de lui, disant que tout le monde a froid en hiver et lui disant d'arrêter de s'imaginer des choses et d'aller chercher les chevaux. Les chasseurs tentent de calmer leur ami effrayé tandis qu'il garde son arme pointée vers l'obscurité des bois gelés. Derek hurle soudain à plein poumon, ordonnant à ces idiots de bouger car quelque chose d'énorme se tient juste derrière eux. Sans prévenir, la silhouette massive d'une créature monstrueuse émerge de l'ombre, terrifiant tous ceux qui sont présents. Un loup gigantesque aux yeux bleus luisants pousse un rugissement sauvage, exposant des rangées de crocs acérés comme des rasoirs. La scène revient au luxueux manoir, désormais enveloppé par les cieux gris et le froid glacial de l'hiver. À l'intérieur du domaine, Aurélia écoute le rapport des chasseurs avec une expression profondément troublée. Les jeunes chasseurs admettent honteusement avoir fui dans une panique totale après avoir rencontré le monstre. La jeune femme au grand cœur les rassure avec des mots chaleureux, leur sert du thé chaud et promet de régler l'affaire elle-même.
Elle donne la consigne stricte à la gouvernante Onda de leur préparer des repas chauds pour que les chasseurs épuisés puissent reprendre des forces. Pendant ce temps, le majordome Adio apporte un grand livre ancien rempli d'archives détaillées sur les bêtes connues. Après avoir comparé le témoignage des chasseurs avec les informations des archives, il commence à identifier la créature. Avec une expression sérieuse, Adio révèle que le monstre correspond à la description d'un dangereux loup des lames. Aurélia a l'air surprise, et il explique que cette espèce aurait dû s'éteindre après que leur précédent alpha a été tué. La jeune noble se souvient que le chef de cette meute était responsable de la cicatrice sur le cou de son mari. Elle se mord la lèvre, montrant clairement qu'elle n'a pas l'intention de laisser son bien-aimé affronter un tel danger de nouveau. Résolue et inébranlable, elle déclare qu'elle ne permettra à personne de souffrir et ordonne immédiatement qu'une force d'assaut soit rassemblée. Adio accepte sans hésitation et promet de recruter personnellement les meilleurs chasseurs de la région. Juste à ce moment-là, la jeune dame le rappelle pour lui donner une dernière instruction cruciale concernant la mission. Le regard sévère, elle exige le secret absolu et lui ordonne de cacher toute la situation à Darion. Bien que légèrement intrigué par cette demande, le fidèle majordome accepte l'ordre et promet une discrétion absolue. Plus tard, l'expédition se rassemble à l'extérieur du manoir pour faire ses adieux au jeune seigneur de Weebing. Darion fait ses adieux avec un sourire chaleureux, tandis que la jeune femme lui souhaite un bon voyage couronné de succès. Elle regarde en silence la voiture de son mari disparaître sur la route gelée. Adio s'interroge sur sa décision de garder l'affaire secrète, mais elle explique que Darion insisterait pour se battre malgré sa jambe blessée. Ses yeux deviennent mélancoliques lorsqu'elle se remémore un souvenir douloureux d'il y a bien longtemps. À l'époque, elle pleurait désespérément en appelant son nom, le regardant se précipiter vers le danger. Le jeune Darion avait affronté un gigantesque monstre aux yeux rouges, armé d'un simple bâton de bois. Elle déclare fermement qu'elle ne le laissera plus jamais risquer sa vie de la sorte et demande si tous les préparatifs sont terminés. Le majordome confirme que tout est prêt et présente l'escouade de chasse d'élite chargée de défendre le territoire. Elle fait l'éloge du groupe et annonce qu'elle va les accompagner, ce qui choque le majordome qui s'y oppose immédiatement. Aurélia explique qu'en tant que noble, il est de son devoir de se tenir aux côtés de ceux qui risquent leur vie sous ses ordres. Odio cède à contre-cœur, mais exige qu'elle fuit immédiatement si la bête apparaît. Pendant ce temps, l'histoire se déplace vers le quartier commerçant et animé de la prospère ville de Weebing. À l'extérieur d'un établissement local, on peut apercevoir une enseigne d'hôpital familière proposant des services médicaux. Le médecin examine la cicatrice sur la jambe de Darion et lui assure que sa convalescence se passe très bien. Le jeune homme demande s'il peut enfin se passer de sa canne, mais le médecin lui conseille de s'appuyer dessus encore un peu, par précaution. Le vieux médecin demande avec curiosité si l'ancienne morsure dans le cou du jeune homme a laissé des séquelles au fil des ans. Darion sourit et répond qu'il se sent parfaitement bien, car il a eu la chance d'être soigné par un chirurgien remarquablement compétent. Le médecin se souvient de la difficulté de soigner une morsure de loup des glaces sur un garçon aussi jeune à l'époque. Darion écarquille les yeux sous le choc en apprenant que son défunt père avait supplié si désespérément pour qu'on lui sauve la vie. Il faut avouer que voir un père aussi sévère céder à la panique, ça fait un drôle d'effet. Le vieil homme explique avec émotion que c'était la première fois qu'il voyait le sévère seigneur pâlir de peur pour son fils. Avec l'image spirituelle de son père présente dans ses pensées, le jeune homme murmure doucement qu'il a vraiment du mal à imaginer une telle chose. Le docteur conseille au jeune seigneur d'éviter tout effort physique excessif dans les jours à venir. Darion quitte calmement le bâtiment, appuyé sur sa canne, suivi de près par le médecin. Le jeune noble se retourne, curieux d'entendre son prénom interpellé avec autant de familiarité dans la rue. Ses yeux s'écarquillent de surprise en reconnaissant l'homme souriant aux cheveux noirs qui l'attend à l'extérieur. Ce n'est autre que son ami d'enfance Luton, fou de joie de le revoir au pays. Les vieux amis se serrent fort dans les bras pour célébrer la fin de leur longue séparation. Luton lui montre fièrement la magnifique épée que la famille royale lui a offerte après qu'il soit devenu un chevalier respecté. Impatient de rattraper le temps perdu, les deux décident de trouver une taverne du coin pour boire et discuter de tout ce qu'il s'est passé. Soudain, un jeune messager accourt vers eux en criant qu'il est porteur d'une lettre urgente. L'air tendu, le messager leur annonce qu'il s'agit d'une demande d'aide officielle envoyée par le domaine Portman. Les deux nobles sont stupéfaits, incapables de comprendre pourquoi un tel appel d'urgence surgit de nulle part. L'air légèrement tremblant, le coursier explique que la belle et courageuse dame Aurélia est impliquée dans une situation dangereuse. Il révèle que l'épouse de Darion a été attaquée par une terrifiante bête magique au plus profond de la forêt gelée. Loin de là, le bruit assourdissant de tirs répétés résonne à travers les montagnes glaciales, marquant le début du combat. Deux redoutables bêtes magiques chargent férocement à travers la neige en direction du groupe de chasse. L'un des défenseurs d'élite réagit instantanément et tire avec précision pour stopper l'avancée de la créature. La balle frappe un loup directement en pleine tête, et la bête hurle à l'agonie avant de s'effondrer sur le sol gelé. Tandis que les guerriers continuent de tirer pour repousser l'attaque, les deux femmes courent désespérément à la recherche d'un abri. Mademoiselle Marie repère une vieille cabane en bois au milieu du blizzard et en indique aussitôt la direction à sa maîtresse. Elle pique un sprint sans se retourner et s'engouffre dans la cabane abandonnée, espérant se protéger autant du froid glacial que du danger extérieur. Dehors, les guerriers hurlent des ordres, exigeant que les pierres de lumière magique soient immédiatement activées. Ils ont l'intention d'utiliser le mana émis par ces pierres incandescentes comme appât pour éloigner les loups des filles. La stratégie fonctionne,
et la meute enragée abandonne sa cible initiale pour pourchasser les chasseurs plus profondément dans la forêt. À l'intérieur du sombre abri, les deux jeunes femmes se blottissent sous une épaisse couverture, tremblantes de froid et de terreur. Aurélia s'excuse sincèrement d'avoir mis sa servante en si grand danger, mais la jeune fille insiste sur le fait que la faute lui revient entièrement. Marie tente de la rassurer en lui expliquant qu'un message de détresse urgent a déjà été envoyé et que les secours ne devraient plus tarder. Aurélia sourit de soulagement, convaincue que cacher la situation à Darion était le bon choix pour le protéger du danger. Profondément émue par l'altruisme de sa maîtresse, Marie verse des larmes d'admiration et d'affection. Loin de là, Darion chevauche à toute vitesse à travers la violente tempête de neige, tentant désespérément de les rejoindre à temps. Le jeune homme ressent un nœud douloureux dans sa poitrine, se demandant si sa femme bien-aimée manquait vraiment à ce point de confiance en ses capacités de combat. Luton hurle son nom à plusieurs reprises, luttant pour se faire entendre par-dessus le vent assourdissant. Le chevalier implore son ami de rester calme et lui jure que Dame Aurélia sera sauvée saine et sauve coûte que coûte. Il se souvient du jour lointain où il s'était enfui paniqué, cherchant désespérément de l'aide après avoir vu son ami en danger de mort. À l'époque, le jeune Darion avait affronté seul une bête terrifiante pour protéger la vie de ses camarades. Luton est rongé par les regrets, scène voulant d'avoir été si faible par le passé et d'avoir dû chercher des renforts lors de ce cauchemar glacial. Mais aujourd'hui, le chevalier se jure silencieusement de ne plus jamais laisser son capitaine bien-aimé se battre seul. Soudain, l'un des chasseurs survivants leur fait de grands signes au loin, indiquant la position exacte des autres. Darion saute aussitôt de son cheval et se précipite vers l'homme, désespéré d'avoir des nouvelles de sa femme. Le jeune seigneur exige de savoir où elle se trouve, et le chasseur lui explique que la noble dame a trouvé refuge dans une cabane voisine. Cependant, l'homme révèle que le reste des chasseurs cesse de retrouver encerclés après avoir servi d'appât pour ces créatures monstrueuses. Darion prend une profonde inspiration et déclare fermement que tout le monde sera sauvé, avant d'ordonner aux chasseurs de conduire. À cet instant, Luton pose une main sur son épaule, l'arrêtant avant qu'il ne commette une imprudence. Il ordonne à son ami de courir retrouver sa femme, et se porte lui-même garant du sauvetage des chasseurs. Affichant un sourire intrépide, le chevalier lui assure qu'il n'est plus le petit garçon effrayé qu'il était autrefois. Darion sourit fièrement, reconnaissant que son ami d'enfance est véritablement devenu un guerrier digne de respect. Le chevalier repart aussitôt aux côtés du chasseur en direction du lieu du combat meurtrier contre la meute. Laissé seul, le jeune Portman se tourne vers la forêt, sachant qu'il doit retrouver sa femme le plus vite possible. Il s'élance à une vitesse impressionnante, bravant les vents glaciaux qui déchirent la forêt dense. Ses bottes s'enfoncent profondément dans l'épaisse poudreuse, mais l'épuisement ne parvient pas à ralentir sa course effrénée. Il prie en silence pour que tout le monde soit sain et sauf, pleinement conscient du danger qui rôde dans cette étendue glacée. Puis, à travers la tempête déchaînée, il aperçoit enfin la vieille cabane en bois et sent une immense vague de soulagement l'envahir. Sans hésiter, il ouvre les portes à la volée, laissant les vents glacés de la tempête s'engouffrer à l'intérieur. Le jeune homme crie le nom de sa femme bien-aimée de toutes ses forces, les yeux écarquillés par la peur et l'angoisse. Cachée dans la pièce, la jeune dame balbutie de stupeur en voyant son mari se tenir devant elle. Les joues empourprées, les deux femmes le dévisagent avec incrédulité, incapables de comprendre comment il les a trouvées si vite. D'un pas pressé et déterminé, le jeune guerrier traverse le plancher en bois dans sa direction. Sans dire un mot, il serre son épouse bien-aimée dans une étreinte incroyablement forte et chargée d'émotions. Son visage vire au rouge cramoisi alors que Aurélia lui demande nerveusement pourquoi il s'est aventuré jusque dans une forêt aussi dangereuse. Frustré, Darion la réprimande, exigeant de savoir pourquoi elle a fait une chose aussi imprudente sans le consulter d'abord. Elle baisse les yeux d'un air coupable et lui explique doucement qu'elle ne voulait tout simplement pas qu'il s'expose de nouveau au danger. Blessé par ces mots, il lui demande gentiment si elle a vraiment si peu confiance en la force de son mari. Aurélia tente précipitamment de s'expliquer, mais ses paroles sont coupées court lorsqu'il la tire à nouveau dans une tendre étreinte. Soulagé au-delà des mots, il lui dit simplement qu'il est heureux qu'elle soit saine et sauve, et lui fait promettre de ne plus jamais recommencer une chose aussi dangereuse. Reposant affectueusement son visage contre son torse, elle affiche un sourire chaleureux et accepte de lui en faire la promesse. Sous sa couverture, l'adorable servante Marie se réjouit en silence en assistant aux retrouvailles touchantes du couple. Soudain, des bruits de pas lourds résonnent à l'extérieur de la cabane, mettant instantanément tout le monde en alerte. Marie s'empresse d'ouvrir la porte et annonce que les courageux chasseurs d'élite sont enfin rentrés sains et saufs. Darion félicite immédiatement le groupe pour avoir résolu la crise avec autant de rapidité et d'efficacité. Cependant, il s'interrompt soudainement en remarquant que quelque chose cloche terriblement. Son regard balaie la pièce avant qu'il ne demande très sérieusement au soldat où est passé Luton, son ami d'enfance. L'un des chasseurs explique nerveusement que Luton a ordonné à tout le monde de battre en retraite et a choisi d'affronter la meute entière tout seul. Darion serre les dents de colère et de frustration, marmonnant que son ami est un parfait idiot, avant d'ordonner aux chasseurs d'escorter Aurélia et Marie en lieu sûr en bas de la montagne pendant qu'ils retournent sauver Luton. Pourtant, avant qu'ils ne puissent faire le moindre pas, une main délicate agrippe fermement la manche de son manteau officiel. Le jeune seigneur se retourne avec surprise et réalise que son épouse bien-aimée essaie de le retenir. Les larmes aux yeux, Aurélia lui avoue à quel point elle est terrifiée à l'idée de le voir blessé, et le supplie de promettre qu'il reviendra sain et sauf.